La pluie commença comme un murmure, une légère bruine au début, à peine perceptible au milieu du bruit lointain de la circulation et du bourdonnement incessant de la gosse la nuit. Mais les murmures ont une manière de devenir plus forts, et en quelques minutes, le ciel s'ouvrit brusquement. Des torrents de pluie se déversèrent sans pitié. Sous un lampadaire vacillant près d'un arrêt de bus désert, une jeune femme était assise, recroquevillée sur elle-même. Son dos était appuyé contre le banc métallique froid. L'eau coulait le long de ses cheveux, sur son visage, trempant la fine robe de coton qui collait à son ventre gonflé. Amara bougea inconfortablement, une main soutenant le bas de son dos. Doucement, murmura-t-elle à l'enfant dans son ventre. « Maman est là. » Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'épuisement. À 25 ans, elle avait imaginé une vie différente. Elle rêvait autrefois de devenir institutrice. Elle aimait les livres, l'odeur des cahiers neufs et le bruit de la craie sur un tableau. Mais la vie ne lui avait pas demandé ce qu'elle voulait. Elle avait simplement pris. Ses parents n'étaient plus là, emportés par la maladie à 1 an d'intervalle. La petite chambre qu'il louait disparut peu après, avalée par les loyers impayés et par un propriétaire qui avait depuis longtemps perdu patience. L'homme qui lui avait un jour tenu les mains en jurant pour toujours avait disparu au moment même où elle lui avait parlé de la grossesse. « Je ne suis pas prêt », avait-il dit. Puis il était parti. Le bébé donna un coup de pied. Malgré la tempête, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Mais toi, tu es prêt, n'est-ce pas ?» La pluie redoubla, éclaboussant le trottoir, rebondissant dans les caniveaux et formant de petits ruisseaux le long de la route. Les voitures passaient à toute vitesse, leurs pneus tranchant les flaques et projetant des arcs d'eau sale vers le trottoir. Personne ne ralentissait. Personne ne la remarquait. La ville ne s'arrêtait pas pour les gens brisés. Amara ramena ses genoux contre sa poitrine, même si cela protégeait à peine son ventre. Son estomac gargouilla bruyamment, un rappel creux et douloureux qu'elle n'avait rien mangé d'autre qu'un morceau de pain depuis le matin. Elle tenta de l'ignorer. La faim était plus facile à supporter que la honte. Quelques heures plus tôt, elle s'était tenue devant un petit restaurant, regardant les clients rire et manger. L'odeur du riz frit et du poulet grillé lui avait donné le vertige. Pendant un instant, elle avait pensé demander les restes. Mais la fierté fragile et obstinée l'avait gardée silencieuse. Maintenant, la fierté n'offrait aucune chaleur. Le tonnerre roula dans le ciel, grave et menaçant. Un éclair soudain illumina la rue pendant une fraction de seconde, transformant tout en argent. C'est alors qu'elle le vit. Quelque chose de sombre près du bord de la route. Au début, elle l'ignora. Probablement un déchet, pensa-t-elle. Les rues de Lagos ramassaient toutes sortes d'objets oubliés. Mais lorsqu'un nouvel éclair illumina l'endroit, l'objet refléta la lumière différemment. Du cuir. Elle plissa les yeux à travers la pluie. Lentement, avec précaution, elle se leva du banc. Ses jambes protestèrent. Son dos cria de douleur. Elle posa une main sous son ventre et s'avança vers la route. Les voitures étaient plus rares maintenant. Elle s'approcha, la pluie lui piquant les yeux. C'était un portefeuille. Noir. Lisse. D'apparence coûteuse. À moitié plongé dans une flaque peu profonde. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle regarda à gauche, puis à droite. Personne ne semblait le chercher. Pas de pas précipités. Pas de cris. Avec effort, elle se pencha. Ses genoux tremblaient lorsqu'elle le ramassa. Il était lourd. Trop lourd pour un portefeuille vide. Son souffle se coupa. Pendant un long moment, elle le tint simplement dans ses mains, l'eau de pluie goûtant de ses bords. Puis, presque malgré elle, elle l'ouvrit. Son monde se figea. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets de Naira impeccables, frais, soigneusement rangés et entourés d'élastiques. Elle fixa l'argent. La somme était plus grande que tout ce qu'elle avait vu depuis des années. Assez pour louer une petite chambre pendant des mois. Assez pour acheter des vêtements pour bébé, un berceau, de la nourriture, des consultations médicales. Ses doigts tremblaient. La pluie sembla s'effacer en arrière-plan. Le bruit de la ville disparut. Tout ce qu'elle entendait, c'étaient les battements de son cœur. C'est une question de survie, murmura une voix dans son esprit. Personne ne saura. Personne ne t'a vu le ramasser. Tu en as besoin. Ton bébé en a besoin. Ses yeux brûlèrent. Pas à cause de la pluie cette fois.
Elle imagina entrer dans une pharmacie et acheter des vitamines prénatales sans compter les pièces. Elle imagina dormir à l'intérieur, sur un matelas, au lieu du béton froid. Elle imagina tenir son nouveau-né en sécurité. La tentation était étouffante. Elle referma rapidement le portefeuille et le pressa contre sa poitrine, comme si cela pouvait faire taire ses pensées. « Mon Dieu !» murmura-t-elle à peine. « Pourquoi maintenant ?» Le bébé bougea encore. Amara se rassit lourdement sur le banc. Respirant profondément, elle rouvrit lentement le portefeuille, se forçant à examiner tout ce qu'il contenait. Il y avait des cartes soigneusement rangées dans des compartiments. Carte bancaire, carte de membre, puis une carte d'identité. Elle la sortit délicatement. Un homme la regardait depuis la surface brillante. Bien coiffé, sûr de lui, probablement autour de 30 ans. Son costume semblait coûter plus que tout ce qu'elle avait possédé dans sa vie. Ethan Cole. Le nom était imprimé en lettres épaisses sous la photo. En dessous figurait une adresse. Elle cligna des yeux. Elle connaissait ce quartier. Tout le monde le connaissait. Le quartier riche de l'île. De grands portails. Une sécurité privée. Des rues si propres qu'elles semblaient irréelles. Son souffle se bloqua. Ce n'était pas simplement quelqu'un qui avait de l'argent. C'était quelqu'un de puissant. Ses yeux retournèrent vers les liasses de billets. Il ne remarquera même pas qu'il les a perdus, murmura la voix. Mais toi, si, répondit une autre voix au fond d'elle. Amara regarda son reflet dans l'eau de pluie à ses pieds, une femme enceinte trempée, épuisée, sans endroit où dormir. Si elle gardait l'argent, tout pourrait changer. Mais que dirait-elle un jour à sa fille? Que survivre signifiait voler. Que l'intégrité n'avait d'importance que quand on était confortable. Elle imagina tenir sa petite fille dans le futur. Quel genre de mère serais-je? Murmura-t-elle. La pluie commença à faiblir. La tempête s'éloignait. Elle regarda de nouveau la carte. Ethan Cole. Sa mâchoire se serra. Ceci ne m'appartient pas, dit-elle fermement. Ces mots la stabilisèrent. Elle rassembla les dernières forces qui lui restaient et glissa le portefeuille sous sa robe pour le protéger de la pluie. Demain, décida-t-elle. Demain, elle irait à cette adresse. Ses jambes faillirent céder lorsqu'elle se releva. La marche serait longue. L'île était loin. Elle n'avait pas d'argent pour le transport. Mais quelque chose en elle se sentait plus léger. Pas parce que ses problèmes étaient résolus, mais parce qu'elle avait choisi la personne qu'elle voulait être. Elle retourna sous l'abri de l'arrêt de bus et s'assit prudemment. La pluie ralentit, redevenant une simple bruine, puis quelques gouttes dispersées. La tempête était passée. Les voitures continuaient de rouler, inconscientes que sous ce lampadaire vacillant, une bataille silencieuse venait d'être gagnée. Amara pencha la tête en arrière et ferma les yeux. Son estomac gargouillait encore. Son corps lui faisait encore mal. Son avenir était toujours incertain. Mais son cœur était calme. Elle posa doucement la main sur son ventre. « Nous le rendrons demain, » murmura-t-elle. « Et d'une manière ou d'une autre, tout ira bien. » Au-dessus d'elle, les nuages s'écartèrent légèrement, laissant apparaître un mince rayon de lune. Et même si elle ne le savait pas encore, cette petite décision prise dans la faim, la solitude et le froid allaient changer sa vie pour toujours. Le matin à Lagos ne se levait pas doucement. Il éclatait. Le soleil montait vite et sans pitié, remplaçant la fraîcheur de la pluie nocturne par une humidité épaisse qui collait à la peau et pesait sur les poumons. Lorsque la ville s'éveilla complètement, Amara marchait déjà depuis presque 1 heure. Sa robe, bien que sèche après la tempête, portait encore de légères taches de boue au niveau de l'ourlet. Le portefeuille était soigneusement caché dans un petit sac en nylon qu'elle avait trouvé, enveloppé dans un tissu pour le protéger. Elle n'avait pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les liasses d'argent, la possibilité, l'échappatoire. Et chaque fois, elle se répétait. « Ce n'est pas à toi. » Ses pieds enflés protestaient à chaque pas. Des ampoules brûlaient sous ses sandales usées. Son dos lançait des élancements douloureux qui l'obligeaient parfois à s'arrêter pour respirer. « Tu es forte, » murmura-t-elle. Le bébé bougea comme pour répondre. Les bus rugissaient. Les vendeurs criaient. Les receveurs pendus aux portes des bus hurlaient les destinations. La ville était vivante, bruyante, impatiente, implacable. Amara la traversait comme un fantôme. Peu à peu, en quittant les rues bondées du continent pour le pont menant à l'île, le paysage changea.
Les étals au bord de la route se firent plus rares. L'air semblait plus propre. Les nids de poules laissèrent place à des routes lisses. Les bâtiments devinrent plus hauts. Le verre remplaça la tôle rouillée. Lorsqu'elle atteignit le quartier riche indiqué sur la carte d'identité, la différence était presque irréelle. Les rues étaient larges et silencieuses. De grands palmiers bordaient les trottoirs. Des caméras de sécurité étaient fixées à intervalles réguliers. Chaque propriété était protégée par d'immenses portails, certains en acier poli, d'autres en bois sombre sculpté avec finesse. C'était un autre monde. Amara s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté l'arrêt de bus, le doute s'insinua. Et s'il la chassait? Et s'il l'accusait de l'avoir volée? Et s'il ne la laissait même pas expliquer? Elle sortit de nouveau la carte d'identité et relut l'adresse. Aucune erreur. Elle se tenait devant un immense portail noir décoré d'un discret emblème argenté, les lettres s'entrelaçaient avec une couronne. Sa gorge se serra. Au-delà du portail, elle apercevait une longue allée bordée de haies parfaitement taillées. Et au bout, un manoir si grand qu'il paraissait presque irréel, point des murs en pierre blanche, de grandes fenêtres en verre, des balcons bordés de rampes élégantes. Elle n'avait jamais vu une maison comme celle-là ailleurs qu'à la télévision. Une petite cabine de sécurité se trouvait sur le côté du portail. 2 gardes en uniforme la remarquèrent immédiatement. Leur expression passa de neutre à soupçonneuse en quelques secondes. L'un d'eux s'avança. « Pouvons-nous vous aider ?» Son ton n'avait rien d'accueillant. Amara avala sa salive. « J'ai besoin de voir monsieur Ethan Cole. » Le garde la regarda de la tête aux pieds, la robe délavée, la grossesse, les yeux fatigués. « Pourquoi faire ? J'ai trouvé quelque chose qui lui appartient. » Le second garde ricana doucement. Le premier croisa les bras. « Et ce serait quoi ?» Elle hésita, puis sortit soigneusement le portefeuille de son sac. La posture du garde changea légèrement. « Où avez-vous trouvé ça ? » ?»« Sur la route hier soir. » Ils échangèrent un regard. « Attendez ici, » dit le premier garde. Il entra dans la cabine et passa un appel. Amara resta sous le soleil brûlant. Ses paumes étaient moites, non à cause de la chaleur, mais de la nervosité. Les minutes semblaient durer des heures. Elle changea de position pour soulager la pression sur ses pieds. Le garde revint. « Restez là », ordonna-t-il. Le grand portail noir commença à s'ouvrir lentement et silencieusement, révélant davantage de l'allée impeccable. Une Rolls-Royce noire approchait de l'intérieur. Le souffle d'Amara se coupa. La voiture glissa jusqu'au portail et s'arrêta. La portière arrière s'ouvrit. Un homme en sortit. Grand. Impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement ajusté. Des lunettes de soleil sombre protégeaient ses yeux. Ses mouvements étaient contrôlés, confiant le genre d'assurance qu'ont ceux qui ont toujours l'habitude de commander. Ethan Cole. Même sans la carte d'identité, elle aurait compris qu'il était quelqu'un d'important. Il retira lentement ses lunettes lorsqu'il posa son regard sur elle. De la confusion passa sur son visage. Puis une légère irritation. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il au garde. « Monsieur, » répondit l'un d'eux, « elle dit avoir trouvé quelque chose qui vous appartient. » Les yeux d'Ethan se tournèrent vers Amara. Pour la première fois, il la regarda vraiment. La grossesse, l'épuisement, les mains tremblantes. Elle fit un pas en avant avec précaution et tendit le portefeuille. « Je crois que ceci est à vous, monsieur. » Il fronça légèrement les sourcils et le prit. Ses doigts s'immobilisèrent aussitôt qu'il le reconnut. Il l'ouvrit rapidement. Ses yeux parcoururent le contenu. L'argent était intact. Les cartes aussi. Même la carte d'identité avait été remise à sa place. Il releva les yeux vers elle. « Vous avez trouvé ça ?»« Oui, monsieur. »« Où ?»« Au bord de la route près du Third Mainland Bridge. » Il inspira brusquement. La veille, il était brièvement sorti de sa voiture pour répondre à un appel. Il avait dû le faire tomber à ce moment-là. Il regarda à nouveau le portefeuille, puis elle. « Vous n'avez rien pris ?» Elle secoua la tête. « Ce n'était pas à moi. » La simplicité de sa réponse le déstabilisa. Il observa son visage, cherchant un signe de mensonge. Il n'y en avait aucun. Seulement une dignité tranquille. « Vous comprenez combien d'argent il y a là-dedans ?» demanda-t-il. « Oui. »« Et vous l'avez quand même rapporté ?» Elle hésita un instant. Non pas parce qu'elle regrettait, mais parce que la tentation était difficile à expliquer.
Ma mère disait toujours que la seule chose qu'un pauvre possède vraiment, c'est son nom, dit-elle doucement. Si je prends ce qui ne m'appartient pas, je perds même cela. Les gardes restèrent silencieux. La prise d'Ethan sur le portefeuille se resserra. Dans son monde, les gens mentaient pour des contrats, trahissaient des partenaires pour du profit, se battaient en justice pour des pourcentages. L'intégrité était négociable. Et pourtant, devant lui se tenait une femme enceinte, sans domicile, qui avait choisi l'honnêteté plutôt que la survie. Il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose d'inconnu et inconfortable. « Comment vous appelez-vous » ? « Amara. » Il hocha lentement la tête. Le soleil frappait sans pitié, mais elle restait debout sans se plaindre. « Vous avez marché combien de temps » ? Elle hésita. « Depuis le continent. » Ses sourcils se levèrent légèrement. Ce n'était pas une petite distance. « Vous auriez pu le garder, » dit-il doucement. « J'y ai pensé, » admit-elle. Son regard se fit plus intense. Mais ça n'aurait pas été juste. Une légère brise passa entre eux. Pendant un instant, personne ne parla. Ethan n'avait pas l'habitude de rester sans mots. Pourtant, c'était le cas. Il sortit une épaisse liasse d'argent de sa poche. « Prenez ça. » Les yeux d'Amara s'agrandirent. « Non. » Le mot sortit rapidement. « C'est une récompense. Je ne l'ai pas rapporté pour une récompense. » La fermeté de sa voix surprit même Amara. Les gardes se déplacèrent mal à l'aise. Ethan la regarda, essayant de la comprendre. « Vous êtes enceinte » dit-il calmement. « Vous avez besoin d'aide. »« J'ai besoin de travail » corrigea-t-elle doucement. « Pas de pitié. » Quelque chose en lui réagit à ces mots. Fierté, force, respect de soi. La plupart des gens mendiaient autour de lui. Elle refusait la charité. Il abaissa lentement l'argent. « Attendez ici. » Il retourna vers la voiture, pensif. Les gardes la regardaient différemment maintenant. Moins de suspicion, plus de curiosité. Après une minute, Ethan revint. Cette fois sans lunettes de soleil. Son expression avait changé. « Amara » dit-il en s'approchant. « Avez-vous déjà travaillé dans une résidence privée » Elle cligna des yeux. « Oui, monsieur. Je nettoyais des maisons quand j'étais plus jeune. Mon manoir a besoin de personnel supplémentaire. » Son cœur bondit. Chambre, nourriture, salaire, soins médicaux. Sa gorge se serra. « Je ne donne pas d'aumône, » ajouta-t-il. « Vous devrez travailler. » Le monde sembla s'arrêter. Elle était venue ici en s'attendant seulement à un portail fermé et peut-être un simple merci. « Je ne veux pas de charité, » murmura-t-elle encore pour être sûre. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il. « C'est un emploi. » Son esprit s'emballa. Un toit. De la nourriture. De la sécurité pour son bébé. Et sa dignité intacte. Le bébé donna soudain un coup de pied. Les larmes lui piquèrent les yeux. « Je travaillerai dur. »« Je n'en doute pas. » Il se tourna vers les gardes. « Ouvrez le portail. » Le grand portail noir s'ouvrit complètement. Amara avança lentement, quittant la route publique brûlante pour l'allée fraîche et ombragée. C'était comme entrer dans une autre vie. Lorsque le portail se referma derrière elle avec un léger bourdonnement mécanique, elle jeta un dernier regard vers la rue d'où elle venait. Elle ne savait pas ce qui l'attendait dans ce manoir. Elle ne savait pas que cette décision allait lier son destin à celui de l'homme marchant à ses côtés. Elle savait seulement qu'hier elle était sans abri sous la pluie. Et qu'aujourd'hui une porte venait de s'ouvrir. Le manoir ne semblait pas réel. Lorsque les grilles se refermèrent derrière elle, Amara tressaillit instinctivement, s'attendant presque à ce que quelqu'un l'appelle pour dire qu'il y avait une erreur. Mais personne ne le fit. L'allée s'étendait devant elle, pavée de pierres lisses brillant sous le soleil du matin. De chaque côté, des haies parfaitement taillées formaient des courbes impeccables. Une fontaine scintillait au centre, l'eau s'arquant gracieusement dans un bassin de marbre. Amara n'avait jamais vu de l'eau utilisée comme décoration. Ethan marchait à côté d'elle d'un pas tranquille, comme si amener une étrangère enceinte et tremper chez lui était une chose ordinaire. Pour lui, peut-être que le monde fonctionnait toujours ainsi. Pour elle, c'était comme entrer dans un rêve auquel elle n'osait pas croire. Lorsqu'ils atteignirent l'entrée, les doubles portes s'ouvrirent avant même qu'ils ne les touchent. Une femme d'âge moyen en uniforme impeccable attendait. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, madame Lawson, » répondit Ethan. « Voici Amara. Elle va rejoindre le personnel. »
Les yeux de madame Lawson se posèrent sur Amara. Non pas avec suspicion, mais avec évaluation. Bienvenue, dit-elle calmement. Le hall était immense. Le sol en marbre poli reflétait la lumière d'un lustre suspendu comme une grappe d'étoiles. Un grand escalier courbé montait avec élégance. Des tableaux ornaient les murs, des œuvres abstraites, visiblement très chères, qui faisaient presque peur à Amara de respirer trop fort. Elle remarqua soudain les traces poussiéreuses que ses sandales laissaient sur le sol. « Je suis désolée » murmura-t-elle en essayant instinctivement de les effacer avec son pied. Madame Lawson esquissa un petit sourire. « Nous avons des femmes de ménage pour ça. » L'ironie fit avaler sa salive à Amara. Ethan se tourna vers madame Lawson. « Préparez-lui une chambre dans l'aile et contactez la clinique pour organiser son suivi prénatal. » La tête d'Amara se releva brusquement. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. »« Si, » répondit-il doucement mais fermement. « Vous travaillez ici maintenant. Votre santé compte. » Sa gorge se serra. Personne ne lui avait dit ces mots depuis longtemps. Madame Lawson hocha la tête. « Je m'en occupe. » Le téléphone d'Ethan vibra. Il jeta un coup d'œil, puis regarda Amara. « J'ai des réunions. Madame Lawson vous expliquera tout. »« Merci, monsieur, » répondit-elle rapidement. Il l'observa une seconde de plus, comme s'il essayait de comprendre pourquoi cette histoire de portefeuille occupait encore son esprit plus que ses notifications professionnelles. Puis il se détourna et disparut dans un couloir. Et, comme ça, Amara se retrouva seule dans le manoir d'un milliardaire. L'aile était plus calme, plus douce. Madame Lawson la conduisit dans un couloir bordé de grandes fenêtres donnant sur un jardin rempli de fleurs. L'air était frais. De la climatisation. Amara réalisa que c'était un luxe qu'elle n'avait pas connu depuis des mois. « Voici votre chambre » dit madame Lawson en ouvrant une porte. Amara entra. Elle était plus grande que la chambre qu'elle partageait autrefois avec ses deux parents. Un lit soigneusement fait contre le mur. Une armoire. Un petit bureau. Une salle de bain privée, avec de l'eau courante. Elle s'approcha lentement du lit, touchant les draps blancs impeccables comme s'ils pouvaient disparaître. « Vous commencerez par des tâches légères » continua madame Lawson. « Organiser la bibliothèque, aider à l'inventaire, donner un coup de main à la cuisine quand c'est nécessaire. Pas de charge lourde » ajouta madame Lawson doucement. Amara hocha la tête, essayant encore d'assimiler tout cela. « Et surtout, » continua madame Lawson avec douceur, « vous ne devez pas vous surmener. Monsieur Cole y tient beaucoup. » Cela la surprit. « Merci, » murmura-t-elle. Lorsque madame Lawson partit, le silence devint presque écrasant. Amara ferma la porte et s'y adossa. Puis elle se mit à pleurer. Pas de sanglots bruyants et dramatiques. Juste des larmes silencieuses qui glissaient sur ses joues tandis que des mois de peur relâchaient enfin leur emprise. Elle entra dans la salle de bain et ouvrit le robinet avec hésitation. De l'eau claire coula immédiatement. Elle laissa échapper un petit rire incrédule. 1 heure plus tard, après avoir pris une douche et enfilé un uniforme simple que madame Lawson lui avait donné, elle se reconnaissait à peine. Propre. Présentable. Humaine à nouveau. En se regardant dans le miroir, elle posa une main sur son ventre. « Nous sommes en sécurité » murmura-t-elle. Le travail commença immédiatement. Le manoir possédait plus de pièces qu'elle ne pouvait en compter. Une salle à manger formait l'assez grande pour accueillir des dizaines de personnes. Un bureau à domicile plus grand que la plupart des appartements. Une salle de sport privée. Une salle de cinéma. Et la bibliothèque. C'est là qu'on l'affecta en premier. Des étagères du sol au plafond couvraient les murs, remplis de livres de tous les genres. Affaires, histoire, philosophie, littérature. Elle passa ses doigts sur les reliures avec respect. Les livres avaient autrefois été son refuge. Elle commença à les organiser selon le système que madame Lawson lui avait expliqué, travaillant lentement et soigneusement. En fin d'après-midi, elle sentit une présence derrière elle. « Vous aimez les livres ?» Elle sursauta presque. Ethan se tenait près de la porte. Les manches retroussées, la veste enlevée, sans la rigidité formelle du matin. Il paraissait plus jeune. « Je suis désolée, monsieur, » dit-elle rapidement. « Pourquoi ? Je ne vous ai pas entendu arriver. » Il esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas un crime. » Elle se détendit légèrement. « Vous aimez les livres » répéta-t-il. « Oui, admit-elle.
Je voulais devenir enseignante autrefois. Autrefois? La vie a changé. Il l'observa en silence. Que auriez-vous voulu enseigner? La littérature. Son sourcil se leva. Pas le commerce? Elle secoua doucement la tête. Les histoires apprennent aux gens comment survivre. Cette réponse resta suspendue entre eux. Il entra dans la pièce, regardant les étagères. La plupart de ces livres, je n'ai jamais eu le temps de les lire. Elle parut surprise. Alors pourquoi les acheter? Parce qu'ils sont censés être importants. Son honnêteté la prit de court. Un silence s'installa. Pas inconfortable. Juste inhabituel. Vous avez rendu ce portefeuille sans hésiter? Demanda-t-il soudain. Elle hésita. Pas sans hésitation. Son regard se fit plus attentif. J'ai pensé à le garder, pendant longtemps, admit-elle. Il sembla presque soulagé d'entendre cela. Mais je ne l'ai pas fait, ajouta-t-elle doucement. Il hocha la tête. Je l'ai perdu après être sorti de ma voiture 5 minutes. Une erreur stupide. Elle sourit légèrement. Ça arrive. Pas habituellement à moi. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans sa manière de le dire. Elle l'observa un instant, cet homme qui dirigeait des salles de conseil mais qui semblait étrangement pensif ici. Vous travaillez trop, dit-elle avant de réfléchir. Ses sourcils se levèrent. Elle baissa aussitôt les yeux. Désolé, monsieur. C'était déplacé. Au lieu d'être agacé, il laissa échapper un petit rire. Personne ne me parle comme ça. Parce qu'ils sont prudents, répondit-elle sèchement. L'humour les surprit tous les deux. Pour la première fois, il rit franchement. Et quelque chose changea. Plus seulement un employeur et une employée. Juste deux êtres humains. Il jeta un regard vers son ventre. Vous êtes enceinte de combien? 7 mois. Vous avez un médecin? Elle secoua la tête. Maintenant oui, dit-il simplement. Sa poitrine se serra encore. Pourquoi faites-vous tout cela? Demanda-t-elle doucement. Il s'arrêta. Parce que vous n'avez pas pris l'argent. Parce que vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Parce que l'intégrité existe encore. Il ne dit pas ces mots. Parce que les bonnes personnes sont rares, dit-il simplement. Leurs regards se croisèrent. Aucun des deux ne détourna les yeux en premier. Ce soir-là, lorsque le soleil descendit derrière les grandes fenêtres et colora le ciel d'or, Amara était assise seule dans sa nouvelle chambre. La journée avait semblé durer des semaines. Elle s'allongea prudemment sur le lit et fixa le plafond. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait pas peur de l'endroit où elle dormirait. Pour la première fois, son bébé n'entendrait pas la circulation à quelques mètres à travers l'air froid. Elle ferma les yeux. Dans son bureau, au bout du couloir, Ethan se sentait distrait. Il repensait à ses paroles. Les histoires apprennent aux gens comment survivre. Il avait construit son empire sur la stratégie et le risque. Mais survivre intérieurement, c'était autre chose. Il se pencha en arrière dans sa chaise, regardant la ligne d'horizon de la ville à travers la fenêtre. Une femme enceinte sans abri était entrée dans sa vie parce qu'il avait fait tomber un portefeuille. Et pourtant, il avait l'impression d'avoir gagné plus que ce qu'il avait perdu. Dans sa petite chambre, Amara se tourna sur le côté, une main posée sur son ventre. « Nous allons faire les choses correctement », murmura-t-elle à son enfant à naître. Dehors, le manoir restait silencieux et solide. À l'intérieur, deux vies qui avançaient autrefois dans des directions totalement différentes venaient de commencer à s'entrelacer. Sans qu'aucun des deux ne sache à quel point. Pas encore. Le jardin devint leur endroit calme. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas annoncé. C'est simplement arrivé. 3 jours après avoir commencé à travailler dans le manoir, Amara découvrit le jardin et pendant sa pause de l'après-midi. Il était caché derrière de hauts haies et à l'abri de l'allée principale. Privé. Paisible. Presque secret. Des chemins de pierre blanche serpentaient entre des parterres de roses et de lys. Un petit étang de carpe scintillait au soleil. Au centre se trouvait un banc en bois sous un grand amandier dont les branches s'étendaient comme des bras protecteurs. L'endroit semblait sûr. Ce jour-là, son dos lui faisait plus mal que d'habitude. À 7 mois de grossesse, même les tâches légères étaient fatigantes. Madame Lawson avait insisté pour qu'elle se repose. Amara s'assit donc prudemment sur le banc, expirant lentement en ajustant son poids. Elle ferma les yeux. L'air sentait les fleurs au lieu des gaz d'échappement. Pour la première fois depuis longtemps,
Son esprit ne courait pas dans tous les sens. Vous disparaissez souvent ici. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ethan se tenait à quelques mètres. La veste sur un bras. La cravate légèrement desserrée. Le soleil de fin d'après-midi adoucissait les lignes sévères de son visage. « Désolé, monsieur, dit-elle en essayant de se lever. « Non, dit-il immédiatement. Restez assise, s'il vous plaît. » Il y avait presque de la précipitation dans sa voix. Elle se rassit, un peu gênée. « Je ne voulais pas déranger, » ajouta-t-il. « Vous ne dérangez pas, » répondit-elle doucement. « C'est un très beau jardin. » Il regarda autour de lui comme s'il le voyait pour la première fois. « Je l'ai fait aménager il y a des années. Vous ne l'utilisez pas beaucoup. » Ce n'était pas une question. Il sourit légèrement. « Je suppose que non. » Il s'approcha et s'assit à l'autre extrémité du banc, laissant une distance respectueuse entre eux. Pendant un moment, ils ne parlèrent pas. Les oiseaux chantaient doucement dans les arbres. L'eau du bassin murmurait. « Vous aimez les endroits calmes » observa-t-il. « J'aime les endroits où je peux réfléchir » corrigea-t-elle doucement. « Et à quoi réfléchissez-vous » Elle hésita. « À tout ce que je dois comprendre. » Il observa son profil. « Par exemple ?» Elle posa instinctivement une main sur son ventre. Comment élever un enfant sans répéter les erreurs qui m'ont blessé? Sa propre honnêteté la surprit. Ethan s'appuya légèrement en arrière. Quelles erreurs vous ont blessé? Elle regarda le jardin. Mon père travaillait trop. Il pensait que donner de l'argent suffisait. Elle avala sa salive. Il nous aimait, mais il n'était jamais vraiment présent. La mâchoire d'Ethan se contracta légèrement. Ma mère portait tout toute seule, continua-t-elle. Et quand ils sont morts, il ne restait rien. Pas d'économie. Pas de sécurité. Le silence s'étira. Et le père de votre enfant? Demanda-t-il prudemment. Sa main se figea. Il n'était pas prêt, répondit-elle simplement. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix. Seulement la vérité. Ethan expira lentement. Je vois. Vraiment? Demanda-t-elle doucement en tournant la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent. Il y avait un défi dans le sien, pas irrespectueux, mais sincère. Vous travaillez tout le temps, dit-elle calmement. Vous portez tout seul, vous aussi. Son regard se durcit légèrement. C'est différent? La question resta suspendue entre eux comme du verre fragile. Il détourna le regard en premier. Vous m'analysez avec beaucoup d'assurance pour quelqu'un qui me connaît depuis moins d'une semaine. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Vous m'avez posé la question. Il ne pouvait pas le nier. Une brise fit bouger les branches de l'arbre, laissant tomber quelques feuilles à leurs pieds. Je n'ai pas construit ce que j'ai en étant équilibré, dit-il après un moment. Elle hocha la tête pensivement. Mais pourquoi construisez-vous tout cela? La question le frappa plus profondément qu'elle ne l'avait voulu. Il avait des investisseurs, des conseils d'administration, des concurrents, des objectifs de croissance. Mais il ne s'était jamais vraiment arrêté pour répondre à cela. Pour laisser un héritage, dit-il enfin. Un héritage sans chaleur devient de la solitude, répondit-elle. Il la regarda brusquement. Vous parlez comme quelqu'un de beaucoup plus âgé. Elle haussa légèrement les épaules. La douleur fait vieillir les gens. La simplicité de ces mots le troubla. Pendant des années, ses conversations avaient tourné autour des chiffres, des acquisitions et des stratégies. Même avec ses amis, les discussions ne dépassaient rarement les affaires ou le statut. Mais ici, il y avait une femme qui avait dormi sur du béton et qui parlait d'héritage et de solitude comme si elle analysait la condition humaine. Vous vouliez enseigner la littérature, dit-il lentement. Quel était votre livre préféré? Ses yeux s'illuminèrent. Ce simple changement fit quelque chose en lui. Things Fall Apart, répondit-elle immédiatement. Il leva un sourcil. Pourquoi? Parce que ce livre montre comment l'orgueil, la peur et le silence peuvent détruire ce que la force seule ne peut pas protéger. Il la fixa. Vous vous reconnaissez là-dedans? Tout le monde s'y reconnaît, répondit-elle. Certains font simplement semblant que ce n'est pas le cas. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux. Et selon vous, qu'est-ce qui détruit les hommes forts? Elle soutint son regard. L'isolement. Le mot tomba doucement, mais lourdement. Il ne répondit pas tout de suite, point le jardin sembla soudain plus petit, comme si la conversation avait réduit l'espace entre eux. Vous supposez que je suis isolé, dit-il.
Vous ne laissez jamais les gens vous voir sans contrôle, répondit-elle calmement. Ce n'est pas de l'isolement. C'est de la discipline. Cela peut devenir les deux. Un long silence suivit. Puis, contre toute attente, il rit doucement. Vous êtes audacieuse. Je suis honnête. Il hocha lentement la tête. Oui, c'est vrai. Une autre brise passa, plus fraîche cette fois. Il remarqua un léger changement dans sa posture, la façon dont elle pressait sa main contre le bas de son dos. Vous avez mal, observa-t-il. Ce n'est rien, répondit-elle rapidement. Si, ça l'est. Il se leva immédiatement. Elle cligna des yeux. Je vais bien, monsieur. Arrêtez de m'appeler monsieur quand nous sommes ici dehors. La phrase lui échappa avant qu'il puisse la filtrer. Ils restèrent tous les deux immobiles un instant. Elle inclina légèrement la tête. Alors, comment dois-je vous appeler? Ethan, dit-il. Entendre son prénom dans l'air libre donna soudain à la situation quelque chose d'intime. Elle hésita. Ce serait inapproprié. Pourquoi? Vous êtes mon employé, pas ma propriété. Son souffle se coupa légèrement. Il lui tendit la main. Laissez-moi vous aider à rentrer. Elle regarda sa main pendant un long moment, puis posa la sienne dans la sienne. Sa prise était ferme, mais prudente. Chaleureuse. Lorsqu'elle se leva, elle perdit légèrement l'équilibre, et instinctivement sa seconde main vint se poser doucement à sa taille pour la stabiliser. Le contact ne dura qu'un instant. Mais il resta suspendu entre eux. Ils l'avaient tous les deux ressenti. Il retira sa main le premier. À l'intérieur du manoir, l'air climatisé les enveloppa. « Asseyez-vous » dit-il doucement en la guidant vers un fauteuil dans le salon vitré. Elle obéit à contre-cœur. Il recula légèrement, comme s'il réalisait qu'il venait de franchir une ligne invisible. « Vous vous poussez trop » dit-il. « Vous aussi » répondit-elle doucement. Il esquissa presque un sourire. Madame Lawson apparut brièvement, observa la scène avec une compréhension silencieuse, puis repartit sans commentaire. Ethan resta debout un instant, puis s'assit en face d'elle. « Vous ne me traitez pas comme les autres, » dit-il. « Comment vous traite-t-il? Comme si j'étais intouchable. » Elle réfléchit un moment. « Les choses intouchables ne sont pas aimées, » dit-elle doucement. Il inspira lentement. « Vous pensez que je veux être aimé? Je pense que tout le monde le veut. » Leurs regards se croisèrent de nouveau, plus longtemps cette fois. L'air changea. Plus un employeur et une employée. Plus un bienfaiteur et une personne aidée. Juste deux êtres humains assis face à face dans une pièce pleine de lumière. « Je devrais retourner travailler, » dit-elle doucement pour briser la tension. « Vous vous reposez, » corrigea-t-il. Elle sourit légèrement. « Vous êtes très autoritaire. Et vous êtes très têtu. » Un petit rire lui échappa. Le son resta dans la pièce longtemps après qu'il se soit éteint. Il se leva. « J'ai des appels, » dit-il. Elle hocha la tête. Arrivé à la porte, il s'arrêta. « Amara. »« Oui ?»« Je suis content que vous ayez trouvé ce portefeuille. » Ses lèvres se courbèrent doucement. « Moi aussi. » Il soutint son regard une seconde de plus que nécessaire, puis partit. Seul dans le salon vitré, Amara s'adossa lentement. Son cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû après une simple marche. Elle posa sa main sur son ventre. « Attention » murmura-t-elle pour elle-même. Dehors, le jardin était toujours calme. Mais quelque chose avait changé. Pas de façon spectaculaire. Pas bruyamment. Juste subtilement. Comme la première fissure dans un mur resté debout trop longtemps. Et aucun d'eux n'était encore prêt à admettre que leur conversation devenait la partie la plus honnête de leur journée. Vanessa n'avait jamais eu à se battre pour attirer l'attention de qui que ce soit dans sa vie. Elle était le genre de femme qui entre dans une pièce en s'attendant à ce qu'elle s'adapte à elle. Cheveux parfaitement coiffés. Talons de créateur claquant avec assurance. Un sourire entraîné pour les caméras et les galas de charité. Et pendant 2 ans, Ethan Cole avait gravité fermement dans son orbite. Leur relation avait du sens sur le papier. Pouvoir et élégance. Richesse et sophistication. Ils assistaient ensemble à des collectes de fonds, apparaissaient dans des magazines, étaient photographiés descendant de voitures de luxe avec une élégance parfaitement synchronisée. Cela fonctionnait. Jusqu'au moment où cela ne fonctionna plus. Le changement commença subtilement. Appel manqué. Conversation plus courte.
Ethan affirmant être occupé encore plus que d'habitude mais semblant étrangement distrait plutôt que stressé. Vanessa remarquait tout. Et elle n'aimait pas ne plus être le centre de l'attention. Un jeudi après-midi lumineux, elle décida de se rendre au manoir sans prévenir. Elle n'avait jamais eu besoin de permission. Son Range Rover blanc franchit les grands portails lorsque les gardes la reconnurent immédiatement. « Bon après-midi, madame. » Elle hocha brièvement la tête, toujours derrière ses lunettes de soleil. En sortant de la voiture, elle ajusta sa robe crème ajustée et lissa des plis invisibles. Elle s'attendait à ce qu'Ethan l'accueille à la porte. Il ne le fit pas. Cela l'irrita légèrement. Elle entra dans le hall avec assurance, ses talons résonnant sur le marbre. « Ethan » appela-t-elle. Pas de réponse. Madame Lawson apparut dans un couloir. « Bonjour, madame. Où est-il » ? « Dans le jardin ouest. » Le sourcil de Vanessa se leva légèrement. « Le jardin ? Il y passe du temps ces derniers temps. » « Du temps ? Depuis quand Ethan avait-il du temps pour les jardins ? » La curiosité devint suspicion. « Je vais le trouver. » Le jardin ouest était plus calme que le principal, entouré de hauts haies et d'arbres fleuris. Vanessa marcha le long du chemin de pierre. Des voix lointaines lui parvinrent avant qu'elle ne voie les silhouettes. Elle ralentit. Là, sous le grand amandier, était assis Ethan. En face de lui, une femme enceinte en uniforme simple. Il riait. Ethan se penchait légèrement en avant, détendu, une version de lui que Vanessa voyait rarement en dehors d'environnements très contrôlés. La femme dit quelque chose doucement. Le visage d'Ethan s'adoucit. Quelque chose de froid glissa le long de la colonne vertébrale de Vanessa. Elle avança délibérément, laissant ses talons annoncer sa présence. La conversation s'arrêta immédiatement. Ethan leva les yeux. Vanessa. Aucune chaleur. Juste de la reconnaissance. Elle força un sourire. Mon chéri, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. Son regard se posa sur Amara. Lentement. Délibérément. Elle observa l'uniforme. La grossesse visible. La posture calme. Amara se leva respectueusement. Bon après-midi, madame. Vanessa ne répondit pas. Elle regarda Ethan. Qui est-elle ? La question était nette. Directe. Ethan se leva. C'est Amara. Elle travaille ici. Travaille ici, répéta Vanessa en plissant légèrement les yeux. Oui. Comme quoi ? Le personnel ? Vanessa croisa les bras. Et depuis quand passes-tu tes après-midi à discuter personnellement avec le personnel ? L'air devint lourd. Amara baissa les yeux, sentant la tension mais refusant de se rétrécir. C'était ma pause, dit-elle doucement. Je vais retourner travailler. Non, dit Ethan rapidement. Vanessa remarqua cette défense immédiate. Elle sourit de nouveau. Mais cette fois, le sourire n'atteignit pas ses yeux. Oh, je vous en prie, restez. Je ne voudrais pas interrompre. Son ton indiquait clairement le contraire. Ethan jeta un regard à Amara. Vous pouvez rentrer si vous voulez, dit-il doucement. Amara hocha la tête. Excusez-moi. En passant devant Vanessa, elle sentit le poids de son regard comme une chaleur sur sa peau. Vanessa attendit qu'Amara disparaisse. Puis elle se tourna vers Ethan. Que se passe-t-il ? Rien, répondit-il calmement. Elle rit doucement. Ne m'insulte pas. C'est exactement ce que j'ai dit. Tu passes du temps privé avec une femme de ménage enceinte. Elle n'est pas juste. Il s'interrompit. Vanessa remarqua immédiatement. Pas juste quoi ? Il expira lentement. Elle m'a rendu mon portefeuille avec une grosse somme d'argent à l'intérieur. Elle aurait pu le garder. Vanessa cligna des yeux. C'est pour ça qu'elle est ici ? Oui. Donc tu l'as récompensée ? Je l'ai employée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. La mâchoire d'Ethan se contracta légèrement. Tu réfléchis trop. Non, dit Vanessa calmement. J'observe. Elle s'approcha. Tu ne me regardes plus de cette façon. Il fronça les sourcils. De quelle façon ? De la façon dont tu la regardais. L'accusation resta suspendue dans l'air. C'est ridicule. Vraiment ? Il ne répondit pas immédiatement. Et ce silence lui en dit plus que des mots. Durant la semaine suivante, Vanessa commença à venir plus souvent. Pas par affection. Par stratégie. Elle observait. Elle remarqua que l'humeur d'Ethan s'améliorait les jours où Amara travaillait près de son bureau.
que leur conversation à table incluait parfois de petits échanges discrets. Rien d'inapproprié. Rien d'évident. Mais quelque chose. Et Vanessa le sentait. Un après-midi, elle trouva Amara en train d'arranger des fleurs dans le hall. « Toi » dit Vanessa sèchement. Amara se retourna. « Oui, madame. » Vanessa tourna lentement autour d'elle, l'inspectant. « Tu es devenue très à l'aise ici. Je fais mon travail. »« Vraiment ?» Amara soutint son regard respectueusement mais avec assurance. « Oui. » Vanessa se pencha légèrement vers elle. « Sais-tu qui je suis ? » ?»« Oui, madame. »« Et sais-tu depuis combien de temps je fais partie de la vie d'Ethan ? » ?»« Je ne pense pas que cela me concerne. » La réponse calme l'irrita plus que de la provocation ne l'aurait fait. Le sourire de Vanessa disparut complètement. « Laisse-moi te donner un conseil, » dit-elle doucement. « Les hommes comme Ethan se lassent vite. » Amara ne répondit pas. Ils aiment sauver les choses brisées. Cela leur donne l'impression d'être puissants. Cela la blessa, mais Amara refusa de le montrer. « Je n'ai jamais demandé à être sauvée, » répondit-elle calmement. Les yeux de Vanessa brillèrent. « Tu crois que je ne vois pas ? Les petites conversations, les sourires. Il n'y a rien entre nous, » dit Amara honnêtement. Pourtant le mot resta suspendu dangereusement dans l'air. Vanessa se redressa. « Tu devrais te souvenir de ta place. » Amara inspira lentement. « Ma place est là où je travaille. » La mâchoire de Vanessa se crispa. « Tu es naïve si tu penses que ça va bien finir pour toi. » La main d'Amara se posa instinctivement sur son ventre. « Je ne suis ici que pour la stabilité. » « Pour l'instant, » répondit Vanessa froidement. Des pas s'approchèrent. « Ethan !» L'expression de Vanessa se transforma instantanément en douceur. « Chérie » dit-elle d'une voix sucrée. Amara recula automatiquement. « Tout va bien ?» demanda Ethan, percevant la tension. « Bien sûr » répondit Vanessa avec aisance. « Je faisais simplement connaissance avec ta nouvelle employée. » Le regard d'Ethan passa de l'une à l'autre. Quelque chose dans la posture d'Amara lui indiquait que ce n'avait pas été amical. Mais Vanessa passa nonchalamment son bras autour du sien. « Tu as été distant ces derniers temps, » murmura-t-elle en se rapprochant de lui. « Tu me manques. » Amara détourna le regard et se concentra sur les fleurs. Ethan retira doucement le bras de Vanessa. « Tu as été occupé avec elle ?» demanda Vanessa, juste assez fort. Le silence qui suivit était dangereux. « Ça suffit » dit-il fermement. Vanessa se figea. Il utilisait rarement ce ton avec elle. « Je n'apprécie pas les insinuations » ajouta-t-il. Ses yeux s'élargirent légèrement, non pas blessés, mais calculateurs. L'équilibre changeait, et elle le sentait. Cette nuit-là, Vanessa resta éveillée dans son appartement de luxe, fixant le plafond. Ce n'était pas seulement la jalousie qui la troublait. C'était la perte de contrôle. Elle avait construit sa relation avec Ethan sur l'alignement. Le statut, l'ambition, l'image. Mais cette femme enceinte, douce, employée de maison, ne jouait pas dans la même arène. Elle n'était pas sophistiquée. Elle n'était pas stratégique. Elle était sincère. Et cela la rendait dangereuse. Vanessa se tourna sur le côté, la mâchoire serrée. Elle n'avait pas passé 2 ans à construire un avenir avec Ethan Cole pour le perdre au profit de quelqu'un arrivé de la rue. Si Amara pensait pouvoir vivre tranquillement dans ce manoir sans conséquence, elle se trompait. Gravement. Et quelque part dans les couloirs silencieux de la propriété, sous la routine calme des sols brillants et des haies parfaitement taillées, la première véritable fissure dans les fondations venait d'apparaître. La jalousie n'explose presque jamais au début. Elle s'installe. Elle observe. Elle attend. Vanessa devint plus silencieuse après cette confrontation dans le hall. Pas plus calme. Plus silencieuse. Et cela effrayait Amara bien plus que des paroles tranchantes. Le manoir fonctionnait selon des rythmes. Ménage le matin, calme l'après-midi, dîner le soir. Mais sous cette routine, quelque chose avait changé. Vanessa commença à apparaître à l'improviste. Les matins en semaine, les fins d'après-midi, les soirées où Ethan n'était pas là. Elle traversait la maison comme un inspecteur. Ses yeux observaient tout et tout le monde. Surtout Amara. Un mardi après-midi, Amara classait des dossiers dans le petit bureau administratif qu'Ethan lui avait attribué pour l'aider à gérer les inventaires. Un travail plus léger pour tenir compte de sa grossesse.
Le téléphone du bureau sonna. Elle décrocha. Résidence call. Silence. Puis la voix douce de Vanessa glissa dans le combiné. Ethan est-il là? Non, madame. Il est parti à une réunion il y a 1 heure. Un autre silence. Bien sûr qu'il est parti. La ligne resta silencieuse un instant de plus que nécessaire. Puis Vanessa reprit légèrement. Dis-moi quelque chose. Est-ce qu'il parle de moi? Amara se raidit légèrement. Je ne pense pas que ce soit approprié d'en discuter. Un rire doux résonna dans le téléphone. Tu apprends. La ligne se coupa. Amara expira lentement. Son cœur battait plus vite qu'il ne le devrait. Elle n'était pas naïve. Elle savait ce que Vanessa faisait. Tester les limites, chercher les failles. Plus tard ce soir-là, Ethan rentra plus tard que d'habitude. Amara était dans la cuisine, terminant les papiers d'inventaire lorsqu'il entra en desserrant sa cravate. « Tu es encore debout ?»« Oui. Je termine juste ça. » Il remarqua la tension dans sa posture. Il s'est passé quelque chose. Elle hésita. La voix de Vanessa résonnait dans son esprit. « Est-ce qu'il parle de moi ?»« Ce n'est rien, » dit-elle finalement. Il s'approcha, posant une main sur le comptoir. « Amara !» La façon dont il prononça son nom avait changé. Ce n'était plus employeur à employé. C'était quelque chose de plus proche. Elle céda doucement. Vanessa a appelé. Sa mâchoire se crispa immédiatement. Que voulait-elle? Savoir si tu étais à la maison. Je lui ai dit que non. Il observa attentivement son visage. Et quoi d'autre? Elle hésita. Elle a demandé si tu parlais d'elle. Son expression s'assombrit. Et tu as répondu quoi? Que ce n'était pas approprié. Un long silence. Je suis désolé, dit-il finalement. Elle cligna des yeux. Pourquoi? De te mettre dans cette position. Tu ne m'as rien imposé, répondit-elle doucement. Je suis simplement ici. Il passa une main sur son visage, frustré. Tu ne devrais pas avoir à gérer son insécurité. Elle a une raison d'être insécure, murmura Amara. Ses yeux se tournèrent brusquement vers elle. Comment ça? Elle voit que quelque chose change. L'air sembla se tendre. Et est-ce que quelque chose change? Demanda-t-il d'une voix plus basse. Le souffle d'Amara se bloqua. Terrain dangereux. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Il soutint son regard longtemps. Puis il recula. Je dois gérer ça. Elle hocha la tête. Mais aucun des deux ne savait encore jusqu'où cela irait. L'insécurité de Vanessa se transforma peu à peu en stratégie. Elle commença à apparaître impeccablement habillée, démonstrativement affectueuse avec Ethan devant le personnel. Touchant son bras, se tenant trop près, riant plus fort que nécessaire. Amara remarquait. Elle faisait semblant de ne pas voir. Mais faire semblant n'effaçait pas la douleur. Un après-midi dans le jardin, Ethan demandait à Amara comment elle pensait appeler le bébé. « Je pensais à quelque chose de simple, » dit-elle doucement. « Quelque chose de fort, comme… » La voix de Vanessa coupa l'air. « Eh bien, c'est cosy ici. » Amara se leva immédiatement. « Je devrais partir. »« Non, » dit Vanessa rapidement. « Reste. Je détesterais interrompre votre… rapprochement. » Le sarcasme était tranchant. Ethan se leva, irrité. « Vanessa !» Elle ignora son ton. Se tournant vers Amara, elle inclina légèrement la tête. « Dis-moi, tu aimes jouer la carte de la femme fragile ?» Les doigts d'Amara se crispèrent à ses côtés. « Je ne joue à rien. » Vanessa s'approcha. « Tu te promènes avec cet air innocent et fragile. Les hommes adorent ça. »« Ça suffit, » dit Ethan fermement. Vanessa se tourna vers lui. « Vraiment? Ou est-ce juste inconfortable à entendre ?» Son silence alimenta sa colère. Elle se tourna de nouveau vers Amara. « Tu crois que parce que tu as rendu un portefeuille tu es spécial ?» La voix d'Amara resta calme. « Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire. » La haine dans son ton n'était plus subtile. « Vanessa, » avertit Ethan. Mais le mal était déjà fait. Amara sentit le poids de l'humiliation contre sa poitrine. Pas à cause de l'insulte. Mais parce qu'au fond d'elle, elle savait que quelque chose changeait. Et cela la terrifiait. « Je vais me retirer, » dit-elle doucement.
Elle s'éloigna avec dignité, même si ses mains tremblaient. Cette nuit-là, Vanessa affronta Ethan dans son bureau. « Tu me mets dans l'embarras. » Il leva les yeux de son ordinateur. « Comment ? » En t'occupant d'elle. C'est une employée. Tu ne regardes pas les employés comme ça. Sa mâchoire se contracta. Tu imagines des choses. Est-ce que je le fais ? Lança Vanessa. Tu as changé, Ethan. Tu es distrait. Tu es sur la défensive. Il se leva lentement. Je ne serai pas accusé dans ma propre maison. Elle rit amèrement. Ta maison ou la nôtre ? Il ne répondit pas immédiatement, et ce silence fut plus fort qu'un cri. Les yeux de Vanessa se remplirent de quelque chose de plus froid que des larmes. Tu crois qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait ? Elle n'a rien fait. Elle porte l'enfant d'un autre homme. Et toi, tu te mets dans un truc compliqué. Sa voix baissa. Cette conversation se termine maintenant. Vanessa le regarda, stupéfaite. Tu l'as choisi plutôt que moi. Je choisis la paix plutôt que la paranoïa. Les mots frappèrent comme une gifle. Son expression se durcit. Tu vas le regretter, dit-elle doucement. Il ne répondit pas, et cela la mit encore plus en colère que s'il avait crié. Elle sortit du bureau d'un pas mesuré. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisa et quelque chose de plus sombre prit sa place. Les jours suivants furent étrangement calmes. Vanessa ne visita pas, n'appela pas, n'envoya pas de message. L'absence pesait plus que sa présence. Amara le sentit aussi. Tu as l'air inquiète, observa Madame Lawson un après-midi. Je vais bien, répondit Amara. Mais elle ne l'était pas. Il y avait une immobilité avant la tempête, et elle avait vécu assez longtemps pour la reconnaître. Ce soir-là, alors qu'elle pliait de petits vêtements pour bébé que Madame Lawson avait achetés discrètement, elle sentit sa fille bouger fortement à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle, incertaine de qui elle rassurait, le bébé ou elle-même. À travers la ville, Vanessa était seule dans son appartement, fixant son reflet dans le miroir. Elle n'avait jamais perdu, jamais été remplacée, jamais été ignorée. Et pourtant, une femme enceinte sans abri était entrée dans la vie d'Ethan et avait détourné son attention d'une manière qu'elle ne pouvait contrôler. Le contrôle, c'était le mot. Vanessa ne craignait pas l'amour. Elle craignait de perdre le pouvoir. Ses doigts se serrèrent sur le bord de la coiffeuse. Si elle disparaît, murmura-t-elle doucement. Tout redevient normal. Les pensées se posèrent, lourdes, dangereuses, et pour la première fois, la jalousie se transforma en intention. De retour au manoir, Amara se tenait en haut du grand escalier plus tard dans la nuit, s'arrêtant pour se stabiliser alors qu'une vague de vertige la traversait. Elle agrippa la rampe, respirant lentement, inconsciente que quelque part dans les ombres du ressentiment, les graines de la haine avaient pris racine pleinement. La journée commença trop calmement. Ce fut le premier avertissement. Le manoir semblait immobile, étrangement silencieux. Même le rythme habituel du matin semblait étouffé, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Ethan était parti tôt pour une réunion importante avec des investisseurs de l'autre côté de la ville. Il avait hésité avant de partir, jetant un regard vers l'escalier où Amara descendait avec précaution. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit », avait-il dit. « Ça ira », répondit-elle doucement. Et elle avait hésité une demi-seconde de plus que nécessaire. Puis il partit, et les grilles se refermèrent derrière lui. En fin de matinée, Amara rangeait des draps propres dans le couloir à l'étage. Sa grossesse était arrivée à ce stade lourd où chaque mouvement demandait de la planification. Elle avançait lentement, une main soutenant souvent le bas de son dos. Malgré tout, elle avait ressenti un étrange calme ce matin-là. Peut-être était-ce du déni. Peut-être de l'espoir. Ou peut-être cette fragile croyance que Vanessa avait enfin pris ses distances. Cette illusion se brisa à 11h17. Les portes d'entrée s'ouvrirent en bas. Des talons. Mesurés. Familiers. Amara se figea. Le salut poli de Madame Lawson monta faiblement jusqu'à l'étage. « Bonjour, madame. » Vanessa. Le pouls d'Amara s'accéléra. Elle se dit de rester calme. « Fais simplement ton travail. » Les pas résonnèrent sur le sol de marbre, puis montèrent l'escalier. Chaque marche était délibérée, contrôlée. Vanessa apparut en haut des escaliers comme une tempête vêtue de soie. Elle portait aujourd'hui une robe rouge ajustée. Audacieuse.
Délibéré. Impossible à ignorer. Ses yeux balayèrent le couloir jusqu'à se poser sur Amara. Il n'y avait ni sourire ni façade. Seulement une froide clarté. Alors, dit Vanessa doucement, il n'est pas à la maison. Amara se redressa lentement. Bonjour, madame. Laisse tomber la politesse, répondit Vanessa sèchement. On a dépassé ça. Le couloir sembla soudain trop étroit. Amara posa soigneusement les draps pliés sur la console voisine. Si vous cherchez monsieur Cole, il est parti plus tôt. Je sais. Les mots étaient précis. Calculés. Vanessa fit quelques pas lents vers elle. J'ai choisi aujourd'hui. L'air sembla s'épaissir. Les doigts d'Amara se crispèrent légèrement sur le bord de la table. Madame, commença-t-elle doucement. Je ne veux pas d'ennui. Vanessa rit. Mais il n'y avait aucun humour. Des ennuis? Répéta-t-elle. Tu es entré dans ma vie en les apportant. Je ne vous ai rien fait. Tu as existé, claqua Vanessa. Le silence tomba entre elles. Lourd. Chargé. Tu crois que je ne le vois pas? Continua Vanessa, la voix montant légèrement. La façon dont il te regarde. La façon dont il te défend. Le cœur d'Amara battait violemment. Je n'ai jamais encouragé quoi que ce soit. Tu n'avais pas besoin de le faire. Vanessa s'approcha encore. Trop près. Il est attiré par les choses brisées. Ça le fait se sentir noble. Amara tressaillit légèrement aux mots brisés, mais elle ne recula pas. Je n'essaie rien vous prendre. Le visage de Vanessa se déforma. Tu l'as déjà fait. À cet instant, le masque tomba complètement. Il ne restait plus aucune élégance. Plus de calme mondain. Juste une jalousie brute. Tu crois que parce que tu portes un enfant, les gens doivent te protéger? Siffla Vanessa. Amara posa instinctivement une main protectrice sur son ventre. Je vous demande simplement de me laisser tranquille. Le regard de Vanessa glissa vers son ventre. Quelque chose de sombre passa dans ses yeux. Tu sais ce que j'ai sacrifié pour être aux côtés d'Ethan? Exigea-t-elle. Des années. Des apparences. De la patience. Je n'ai pas demandé ça, murmura Amara. Et pourtant te voilà. Soudain, la main de Vanessa jaillit et attrapa le poignet d'Amara. Le contact fut brusque. Inattendu. Amara eut un souffle coupé. Lâchez-moi, dit-elle en essayant de garder une voix calme. La prise de Vanessa se resserra. Tu crois qu'il te choisira? Une femme de ménage enceinte? Je ne veux pas qu'il choisisse quoi que ce soit, répondit Amara en se débattant légèrement. Ce mouvement lui fit perdre l'équilibre, juste un instant. Et dans cette fraction de seconde, Vanessa la poussa violemment. Le temps se brisa. Le talon d'Amara glissa sur le sol poli. Son équilibre céda. Sa main chercha instinctivement la rampe. La manqua. Son corps bascula en arrière. La première marche frappa son épaule. Puis sa hanche. Puis son dos. Le monde devint bruit. Marbre. Douleur. Son corps dégringola le grand escalier, heurtant marche après marche dans un rythme terrifiant. Un cri déchira sa gorge. Puis le silence. Elle resta étendue au bas des escaliers, immobile. Vanessa resta figée en haut. Respirant fort. 1 seconde. 2. 3. La réalité la frappa. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Des pas retentirent dehors. Une portière claqua. Les portes d'entrée s'ouvrirent. Amara. La voix d'Ethan. Forte. Claire. Puis elle s'arrêta. Il la vit au pied de l'escalier. Du sang. Sa main posée protectrice sur son ventre. Tout en lui devint glacé. Que s'est-il passé? Exigea-t-il. La voix de Vanessa trembla. Elle a glissé. Il ne la regarda même pas. Il courut et tomba à genoux près d'Amara. Amara. Sa voix se brisa. Ses paupières frémirent légèrement. Un faible son sortit de sa bouche. Soulagement et terreur se heurtèrent en lui. Reste avec moi, murmura-t-il avec urgence. Il toucha doucement son visage. Sa main revint tachée de sang. La rage s'alluma instantanément. Il leva les yeux. Vanessa se tenait à mi-escalier maintenant. Pâle. Secouée. Je ne voulais pas, commença-t-elle. Tu l'as poussée. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. J'étais en colère. Tu as poussé une femme enceinte dans les escaliers. Sa voix n'avait jamais sonné ainsi.
Une fureur contrôlée. Le genre qui vibre dans le silence. Madame Lawson arriva en courant, haletante. Appelez une ambulance, ordonna Ethan. Puis il se corrigea immédiatement. Non. Oubliez. Il passa un bras sous les épaules d'Amara et l'autre sous ses jambes. Tiens bon, murmura-t-il. Sa main agrippa faiblement sa manche. Mon bébé, souffla-t-elle. Elle va bien, dit-il immédiatement, sans savoir encore si c'était vrai. Elle va bien. Vanessa fit un pas vers lui. Ethan, s'il te plaît. Ne. Il ne se retourna même pas. Un seul mot. Définitif. Il porta Amara hors du manoir lui-même. Chaque pas lui déchirait la poitrine. Il la déposa soigneusement sur la banquette arrière de sa voiture et conduisit plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. L'hôpital devint un tourbillon. Médecin. Brancard. Lumière blanche. 7 mois de grossesse, dit-il avec urgence. Elle est tombée. Il ne dit pas pousser. Pas encore. Ils l'emmenèrent. Et pour la première fois depuis des années, Ethan Cole se sentit totalement impuissant. Il resta dans le couloir de l'hôpital, les mains encore tachées du sang d'Amara. Les minutes semblèrent des heures. Vanessa arriva 20 minutes plus tard. Il la vit au bout du couloir. Et quelque chose en lui se ferma définitivement. Elle s'approcha prudemment. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Il la regarda comme s'il ne la reconnaissait plus. « Tu aurais pu les tuer. » Des larmes remplirent ses yeux. « J'ai perdu le contrôle. »« Donc voilà qui tu es quand tu perds le contrôle, » dit-il froidement. Les mots coupèrent plus profondément qu'un cri. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » Mais c'est arrivé. Le silence s'étira. Puis il prononça les mots qui mirent fin à tout. « C'est fini entre nous. » Vanessa retint son souffle. « Tu ne le penses pas. »« Si. Tu l'as choisi. »« Je choisis l'humanité. » Ce fut le coup final. Vanessa resta figée pendant qu'il se détournait complètement d'elle. Elle avait perdu. Pas face à une rivale. Mais face à sa propre cruauté. Des heures plus tard, un médecin s'approcha. Elle est stable. Les genoux d'Ethan faillirent céder de soulagement. Et le bébé? La pause sembla interminable. Le bébé est en vie. Nous allons surveiller de près, mais pour l'instant elles sont toutes les deux stables. Ethan ferma les yeux et expira. Pour la première fois depuis qu'il avait franchi ses portes, il pouvait respirer. Dans la chambre d'hôpital, Amara était pâle mais consciente. Quand il entra doucement, elle tourna légèrement la tête vers lui. « Tu es revenu ?» murmura-t-elle faiblement. « Je ne suis jamais parti, » répondit-il. Et dans cette chambre blanche et silencieuse, avec la tempête enfin passée, tout entrechangea pour toujours. Pourquoi j'ai construit des murs et appelé cela de la discipline? Elle avala difficilement. Tu ne me dois pas ces prises de conscience. Peut-être que si, répondit-il. L'air entre eux semblait différent maintenant. Ce n'était plus seulement de la gratitude. Ni seulement de la protection. Quelque chose de plus profond. Pourquoi es-tu resté? Demanda-t-elle doucement. Il fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Tu aurais pu envoyer quelqu'un. Tu as du personnel, des chauffeurs, des assistants. Sa voix trembla légèrement. Mais c'est toi qui m'as porté. Il ne détourna pas le regard cette fois. Parce que quand je t'ai vu au bas de ces escaliers. Sa voix se fit plus basse. Plus rien d'autre ne comptait. Son cœur manqua un battement. Tu comptes, dit-il simplement. Les mots tombèrent lourdement. Pas grandiose. Pas dramatique. Juste vrai. Les larmes montèrent de nouveau dans ses yeux, mais elle les repoussa. Je ne suis qu'une employée, murmura-t-elle. Il se pencha légèrement vers elle. Tu n'as jamais été juste quoi que ce soit. Le silence retomba. Mais il n'était pas tendu. Il était vulnérable. Ethan, dit-elle doucement. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom dans cette chambre d'hôpital. Il se figea. Je ne veux pas être un remplacement, continua-t-elle prudemment. Ni un projet de sauvetage. Sa mâchoire se serra légèrement. Tu penses que c'est ça? Je ne sais pas ce que c'est, admit-elle. Lui non plus. Mais il savait ce que ce n'était pas. Ce n'est pas de la pitié, dit-il fermement. Et ce n'est pas une obligation. Il hésita, puis dit enfin la vérité qu'il évitait. C'est un choix. Sa poitrine se souleva lentement. Un choix? Oui. Ses yeux soutinrent les siens. Je choisis d'être ici.
La pièce sembla se refermer autour d'eux. Les machines continuaient leur rythme discret. Dans le couloir, des infirmières passaient. Mais à l'intérieur, tout se réduisait à cet instant. « Tu as failli perdre ta fille aujourd'hui » dit-elle doucement. « Notre fille » corrigea-t-il instinctivement. Les mots lui échappèrent sans calcul. Ils restèrent tous deux figés. Ses yeux s'agrandirent légèrement. « Tu n'as pas besoin de dire ça » murmura-t-elle. « J'en ai envie. » La sincérité dans sa voix ne laissait aucune place au doute. « Je sais qu'elle n'est pas biologiquement la mienne » continua-t-il calmement. « Mais ça ne change rien à ce que je ressens. Quelque chose en elle se dénoua. Pas de la peur. Mais la protection qu'elle avait construite autour d'elle pendant des mois. « Tu ne la connais même pas encore » dit-elle. « J'ai failli la perdre » répondit-il. « Ça suffit. » Une larme glissa sur sa joue. Cette fois, il ne l'essuya pas. Il la laissa ressentir ce moment. « Je ne sais pas comment faire confiance à ça » avoua-t-elle. Il hocha la tête. « C'est normal. J'ai déjà trop perdu » murmura-t-elle. « Je sais que tu… » Elle s'arrêta. « Non » se corrigea-t-elle doucement. « Tu ne le sais pas. » Il marqua une pause. « Tu as raison. Je ne connais pas ta douleur. Mais je sais que je ne veux pas en ajouter davantage. » L'humilité dans sa voix lui serra la poitrine. Il n'y avait ni arrogance ni domination. Seulement de l'honnêteté. Il tendit la main lentement vers la sienne, lui laissant le temps de la retirer. Elle ne le fit pas. Ses doigts glissèrent dans les siens. Sa main était chaude. Stable. « Je ne vais pas te presser, » dit-il doucement. « Je ne te le demande pas, » répondit-elle. Un autre silence. Mais celui-ci ressemblait à un commencement. Après un moment, elle parla de nouveau. Est-ce qu'elle semblait désolée? Il ne réfléchit même pas. Elle semblait effrayée. Cette réponse lui dit tout. Est-ce qu'elle reviendra? Non. La certitude dans sa voix ne laissait aucune place au doute. Il n'était plus en colère. Il était résolu. « Je ne laisserai plus personne te faire du mal » dit-il doucement. Elle l'observa. Ça ressemble à une promesse. C'en est une. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour des siens. « Tu ne contrôles pas tout » dit-elle doucement. « Non » admit-il. « Mais je peux contrôler qui a accès à ma vie. » Et il avait choisi. La porte s'ouvrit doucement lorsqu'une infirmière entra pour vérifier les moniteurs. « Tout semble stable » dit-elle avec un sourire. Le soulagement les envahit de nouveau. Quand elle partit, la pièce sembla plus légère. Ethan s'adossa légèrement à sa chaise mais ne lâcha pas sa main. « Tu devrais te reposer » dit-il. « Tu n'as pas dormi. »« Je vais bien. » Elle leva légèrement un sourcil. « Tu te pousses trop. » Il faillit rire. « Tu me rappelles quelqu'un. » Elle esquissa un faible sourire. « Peut-être que nous devons tous les deux apprendre. » Il observa son visage. Pâle, mais fort. « Tu n'es plus seul » dit-il. Les mots n'étaient pas spectaculaires. Pas des déclarations grandioses. Mais ils avaient du poids. Pendant des mois, elle s'était préparée à élever sa fille seule. À lutter en silence pour survivre. Et maintenant, elle ne savait pas encore à quoi ressemblerait l'avenir. Mais elle ne l'affronterait pas seule. Ses yeux se fermèrent lentement. L'épuisement finit par la gagner. Il resta assis, tenant toujours sa main tandis que sa respiration devenait régulière. La lumière douce de l'hôpital baignait la pièce. Ethan la regarda longtemps. Pas comme un milliardaire observant une responsabilité. Pas comme un homme sauvant quelqu'un de brisé. Mais comme quelqu'un qui venait de comprendre que la chose la plus précieuse qu'il avait failli perdre n'était ni l'argent, ni la réputation. C'était la femme forte et fragile qui dormait à côté de lui. Et l'enfant dont les battements de cœur avaient déjà lié leur vie d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait défaire. À l'extérieur de la fenêtre de l'hôpital, la ville continuait comme toujours. Mais dans cette chambre silencieuse, un nouveau départ avait déjà pris racine. La guérison est plus lente que le chaos. Le chaos explose. La guérison s'attarde. Amara resta à l'hôpital 4 jours. 4 jours de surveillance. 4 jours d'infirmière vérifiant ses constantes. 4 jours où Ethan refusa de s'éloigner d'elle plus d'1 heure. Les médecins appelaient cela de la précaution. Ethan appelait cela nécessaire. Au 3e jour, la tension qui serrait sa poitrine commença à se relâcher. Le cœur du bébé restait fort. Pas de blessures internes. Pas de complications.
Seulement des contusions et de l'épuisement. Physiquement, elle guérirait. Émotionnellement, c'était plus silencieux. Le 4e soir, la chambre d'hôpital était baignée par la lumière ambrée du coucher de soleil. Amara était maintenant assise, des oreillers soutenant son dos. Un plateau de nourriture intacte reposait à côté d'elle. Ethan se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main. « Oui, déplacez la réunion à la semaine prochaine », dit-il calmement. « Non, je ne serai pas disponible demain non plus. » Il raccrocha et rangea son téléphone. « Tu reportes tout ?» observa-t-elle doucement. « Oui. Tu n'es pas obligé. Je le veux. » Elle l'étudia. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle ton monde ralentit. » Il revint s'asseoir près de son lit. « Mon monde avait besoin de ralentir, dit-il. Tu m'as simplement forcé à le voir. » Le silence revint. Elle passa doucement ses doigts sur la couverture. « Vanessa ne t'a pas contacté ? » « Non. Tu es sûr que c'est vraiment fini ? » « Oui. » Aucune hésitation. Aucun regret. Seulement une finalité. Elle expira doucement. « Je ne veux pas être la femme pour laquelle quelqu'un en quitte une autre, » murmura-t-elle. Il fronça les sourcils. « Tu ne le haises pas. C'est ce que ça donne l'impression. » Il se pencha en avant. « Vanessa ne m'a pas perdu à cause de toi, » dit-il. « Elle m'a perdu parce qu'elle m'a montré qui elle était. Et moi, qu'est-ce que je suis ?» demanda Amara doucement. Il la regarda longtemps avant de répondre. « Tu es honnête. » Elle attendit. « Tu es forte alors que tu pourrais être amère. » Ses yeux se baissèrent légèrement. « Tu me défies. » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Ça ne finit pas toujours bien. » « Pour qui ? » ?»« Pour les hommes puissants. » Il rit presque. « Tu me vois encore comme ça. Tu le hais. » Il secoua légèrement la tête. « Pas ici. » L'air était intime maintenant. Dépouillé des titres. Dépouillé des rôles. Juste deux personnes essayant de comprendre quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Plus tard dans la nuit, après que l'infirmière eut baissé les lumières, Amara ne parvenait pas à dormir. Le plafond blanc de l'hôpital semblait trop silencieux. Ses pensées étaient plus fortes dans le calme. « Ethan » murmura-t-elle. Il se redressa immédiatement du fauteuil où il avait insisté pour rester. « Je suis là. » Elle hésita. « J'ai peur. » Il ne minimisa pas. « De quoi ? » De faire confiance à ça. Il se leva et revint près d'elle. « C'est normal. J'ai déjà fait confiance. Et ça t'a brisé. » Elle hocha légèrement la tête. « Pas seulement lui, » dit-elle doucement. « La vie. Les circonstances. L'espoir. » Il écouta sans l'interrompre. « J'ai appris à ne rien attendre, » continua-t-elle. « Ça fait moins mal. » Il inspira lentement. « Je ne veux pas être quelqu'un dont tu n'attends rien. C'est justement ce qui rend ça dangereux, » murmura-t-elle. Il reprit sa main. Cette fois, elle entrelaça complètement ses doigts avec les siens. « Je ne promets pas la perfection, » dit-il doucement. « Je ne promets pas de ne jamais faire d'erreur. » Elle apprécia qu'il ne promette pas un rêve irréaliste. « Mais je promets de ne jamais te traiter comme si tu étais remplaçable. » Sa gorge se serra. « Et ma fille ? » « Notre fille, » corrigea-t-il encore doucement. Cette fois, elle ne protesta pas. « Je ne disparaîtrai pas, » dit-il fermement. « Je ne me réveillerai pas un jour en décidant que je ne suis pas prêt. » Son souffle trembla. « Pourquoi ?» Sa mâchoire se serra légèrement. « Parce que quand je t'ai vu tomber, j'ai compris que te perdre détruirait quelque chose en moi que je ne saurais pas reconstruire. » La vulnérabilité dans sa voix était brute. Elle serra légèrement sa main. « Tu me connais à peine, » murmura-t-elle. « Je sais assez de choses. » Il n'hésita pas. « Tu as rendu un portefeuille alors que tu mourais de faim. » Ses yeux s'adoucirent. « Tu protèges ton enfant instinctivement. » Elle avala difficilement. « Tu ne manipules pas les gens. » Son souffle se suspendit. « Tu dis la vérité même quand elle est inconfortable. » Et elle marqua une pause. « Et quand tu souris, j'oublie toutes les pressions qui m'attendent derrière cette porte. » Cette confession resta suspendue dans la chambre faiblement éclairée. Elle cligna rapidement des yeux, submergée. « Tu ne dis pas ça parce que tu te sens responsable ? » demanda-t-elle. « Non. » « Tu ne dis pas ça parce que tu viens de mettre fin à autre chose ? » ?»« Non. » Il soutint son regard avec assurance. « Je dis ça parce qu'entre cette nuit pluvieuse et cet escalier, tu es devenue importante pour moi. » Sa poitrine se souleva lentement. « Et toi ?» murmura-t-elle,
tu es devenu quelqu'un avec qui je me sens en sécurité. Le mot sécurité changea tout. Ce n'était pas seulement de la passion. Ce n'était pas seulement du désir. C'était plus profond. Il se leva lentement, tenant toujours sa main. Puis il se pencha vers elle avec précaution. Pas dans la précipitation. Pas avec urgence. Juste assez près pour qu'elle sente la chaleur de son souffle. « Si je t'embrasse, » murmura-t-il doucement. « Ce ne sera pas par impulsion. » Son cœur battait fort. « Ce sera parce que je te choisis. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. « Tu es sûr ? » « Oui. » Elle étudia son visage. Il n'y avait aucune arrogance. Aucun désir de contrôle. Seulement une intention claire. « Je ne veux pas aller trop vite, » murmura-t-elle. « Nous n'irons pas trop vite. » Un autre souffle passa entre eux. Puis, lentement, il combla la distance. Ses lèvres touchèrent les siennes doucement. Pas possessif. Pas exigeant. Juste doux, stable et certain. Ses doigts se crispèrent instinctivement dans sa chemise. Le baiser s'approfondit légèrement, juste assez pour transmettre l'émotion, mais pas assez pour la submerger. Quand il se recula, leurs fronts restèrent doucement appuyés l'un contre l'autre. Le silence remplit la pièce. Mais ce n'était pas un silence vide. Il était plein. « Nous allons avancer pas à pas, » dit-il doucement. Elle hocha la tête. Un pas honnête à la fois. Il écarta délicatement une mèche de cheveux de son visage. « Tu mérites ça. »« Et toi ?» demanda-t-elle doucement. Il esquissa un léger sourire. « Je suis en train d'apprendre que je mérite quelque chose de réel. » Elle expira lentement. Dehors, les lumières de la ville scintillaient dans le ciel sombre. À l'intérieur de cette chambre d'hôpital, le monde avait encore changé. Pas par la violence. Pas par la jalousie. Mais par un choix. Elle se rallongea dans ses oreillers, tenant toujours sa main. Pour la première fois, murmura-t-elle. « Je n'ai pas peur de demain. » Il la regarda attentivement. « C'est bien. » Ses yeux devinrent lourds. La fatigue finit par l'emporter. Il resta assis à côté d'elle longtemps après qu'elle se soit endormie. Pas parce qu'il avait peur qu'elle disparaisse. Mais parce qu'il voulait être là quand elle se réveillerait. Et quelque part dans le doux bourdonnement des machines de l'hôpital et la lumière tamisée du couloir, les fondations de quelque chose de durable venaient d'être posées. Pas construit sur un sauvetage. Pas construit sur une rivalité. Mais construit sur la vérité dite dans le silence. Et aucun d'eux ne serait jamais le même. Le manoir semblait différent lorsqu'ils rentrèrent. Pas physiquement. Les sols en marbre brillaient toujours. Les lustres scintillaient toujours. Le jardin fleurissait toujours dans une élégance silencieuse. Mais quelque chose d'invisible avait changé lorsqu'Ethan franchit les portes d'entrée avec Amara à ses côtés. Une main posée protectrice dans son dos. Ce n'était plus un employeur accompagnant une employée. C'était un partenariat. Et le personnel le remarqua. Madame Lawson le remarqua plus que tous. Elle les accueillit avec son calme habituel, mais ses yeux s'adoucirent en voyant Ethan porter lui-même le petit sac d'hôpital d'Amara. « Bienvenue à la maison », dit-elle doucement. « Maison ». Le mot enveloppa Amara de façon inattendue. Pendant des mois, elle n'en avait pas eu. Maintenant, elle entrait à nouveau, non pas comme quelqu'un cherchant un refuge, mais comme quelqu'un qui avait été choisi. La première semaine après l'hôpital fut volontairement calme. Ethan déplaça ses réunions en appels virtuels. Il raccourcit ses journées de travail. Il évita les déplacements inutiles. Et pour la première fois depuis des années, il commença à passer ses soirées sans téléphone à la main. Amara observa ces changements par petites touches. L'ordinateur portable fermé plus tôt. La cravate retirée sans tension. Et la façon dont il s'asseyait à côté d'elle dans le jardin sans regarder ses notifications. « Tu es en train de t'adapter » observa-t-elle un soir sous l'amandier. Il la regarda de côté. « C'est ta voix de professeur ?» Elle sourit légèrement. « Peut-être. » Il s'appuya contre le banc. « C'est étrange, ralentir. »« Oui. Tu détestes ça ?» Il réfléchit un instant. « Non, » admit-il. « Je n'y suis juste pas habitué. » Elle bougea légèrement en grimaçant lorsque le bébé donna un coup puissant. Son attention se tourna immédiatement vers elle. « Elle est très active aujourd'hui. »« Elle est toujours active, » répondit Amara en riant doucement. « Elle n'aime pas être ignorée. » Il posa doucement sa main sur son ventre. Le mouvement le figea. Cette sensation protectrice revint.
J'ai réfléchi à des prénoms, dit-il. Son sourcil se leva. Ah oui? Oui. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. Elle l'observa. Alors, tu as trouvé quoi? Il hésita. Un prénom qui signifie lumière. Ses yeux s'adoucirent. Pourquoi la lumière? Parce qu'elle est la raison pour laquelle je vois les choses différemment maintenant. Sa gorge se serra. Tu n'as pas besoin de mettre du symbolisme dans tout, dit-elle doucement. J'en ai envie. Elle posa doucement sa tête sur son épaule, prudemment, comme pour tester si c'était permis. Il ne s'éloigna pas. Au contraire, il posa brièvement sa joue contre ses cheveux. Le jardin garda leur silence avec tendresse. Mais l'amour en privé et l'amour en public sont deux batailles différentes. Le premier test arriva plus vite que prévu. 2 semaines après leur retour, Ethan reçut une invitation à un gala de charité très prestigieux. Celui auquel lui et Vanessa assistaient chaque année. Il resta longtemps à regarder l'enveloppe. Tu n'es pas obligé d'y aller, dit doucement Amara depuis l'autre côté de la pièce. Il leva les yeux. C'est important. Comme ton ancienne relation, répondit-elle doucement. Il s'approcha d'elle. Ça te met mal à l'aise si j'y vais? Elle hésita. Oui, admit-elle. Il respecta cette honnêteté. Alors je n'irai pas. Elle cligna des yeux. Tu n'as pas besoin d'annuler tout à cause de moi. Je n'annule pas à cause de toi, dit-il calmement. Je choisis la paix. Les gens vont parler. Les gens parlent toujours. Elle expira lentement. Je ne veux pas me cacher. Il se rapprocha. Alors ne te cache pas. Ses yeux sondèrent les siens. Tu es sûr? Il hocha la tête. Si on fait ça, on ne le fera pas à moitié. Son cœur battait fort. Tu m'emmènerais? Oui. Elle regarda son ventre arrondi. Je suis visiblement enceinte, et c'est compliqué. C'est réel. Le mot resta suspendu. Réel? Elle releva les yeux. Ça ne te dérange pas ce qu'ils vont penser? Je me soucie de la vérité. Et quelle est-elle? Elle demanda doucement. Il ne réfléchit pas. Que je suis amoureux de toi. La confession n'était pas forte. Pas dramatique. Elle était stable. Elle expira lentement. Tu ne l'avais jamais dit. Je sais. Un silence passa. Et toi? Demanda-t-il doucement. Elle s'approcha. Moi aussi, je suis amoureuse de toi. Les mots étaient terrifiants. Et libérateurs. Il prit son visage entre ses mains avec précaution, comme si elle était fragile. Tu mérites d'être aimé sans honte, murmura-t-il. Et toi tu mérites quelqu'un qui te voit au-delà des titres des journaux, répondit-elle. Il l'embrassa alors. Pas aussi prudent que le baiser à l'hôpital. Pas retenu. Mais toujours tendre et certain. Quand ils se séparèrent, l'avenir semblait moins incertain. Le gala arriva 3 jours plus tard. Amara se tenait devant le miroir dans sa chambre, ajustant une robe de grossesse bleu doux que Madame Lawson avait aidé à choisir. La robe tombait élégamment autour d'elle, mettant en valeur sa grossesse au lieu de la cacher. Elle était radieuse. Mais nerveuse. On frappa à la porte. « Entrez, dit-elle. Ethan entra. Pendant un instant, il resta simplement à la regarder. Pas la robe. Elle. Tu es magnifique, dit-il doucement. Elle rit légèrement. On dirait une phrase répétée. Ce ne l'est pas. Il s'approcha. Tu n'es pas obligé de faire ça, ajouta-t-il doucement. Je le veux, répondit-elle. Si on entre dans tout ça ouvertement, on le fait ensemble. Il lui tendit le bras. Elle le prit. Et pour la première fois depuis cette nuit pluvieuse, elle marcha à ses côtés. Pas comme une employée. Pas comme quelqu'un qu'on cache. Mais comme celle qui a été choisie. Le gala était exactement ce qu'elle imaginait. Des caméras. Des murmures. Des regards insistants. Elle les sentait. Lui aussi. Mais il ne lâcha pas sa main une seule fois. Quand un ancien partenaire d'affaires s'approcha, son sourire vacilla légèrement en remarquant la grossesse. « Ethan, dit l'homme prudemment. « Voici ma partenaire, répondit Ethan calmement. Pas d'hésitation. Pas d'explication. Juste la vérité. Amara sentit quelque chose se stabiliser en elle. Les murmures s'intensifièrent dans la salle. Mais elle ne se replia pas, parce que sa main restait fermement dans la sienne. Plus tard, ils sortirent sur le balcon pour prendre l'air. Elle expira profondément. C'était intense. Il rit doucement. Tu t'en es mieux sorti que la plupart des PDG.
Je rêvais de salle de classe, dit-elle légèrement. Pas de tout ça. Il se tourna complètement vers elle. Tu peux encore avoir ces salles de classe. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu ne cesses pas d'être toi parce que tu es avec moi. Sa gorge se serra. Je ne veux pas me perdre. Tu ne te perdras pas, dit-il fermement. Je ne veux pas quelqu'un qui disparaît à côté de moi. Je veux quelqu'un qui se tient debout. Ses yeux se remplirent légèrement. Tu es différent de l'homme qui a perdu ce portefeuille. Il sourit légèrement. Tant mieux. La musique de la salle s'échappait doucement dans la nuit. Il se pencha vers elle. Épouse-moi. Elle cligna des yeux. Quoi? Pas à cause du bébé, précisa-t-il. Pas à cause de ce qui s'est passé. Il glissa la main dans sa poche. Pas pour une boîte de bagues spectaculaire. Juste sa main .je traduit tout ça en français. Je veux construire quelque chose avec toi. Intentionnellement, son cœur battait fort. Ethan, je ne te demande pas une réponse ce soir, dit-elle doucement. Je veux juste savoir si tu vois un avenir. Elle le regarda longuement, puis posa sa main sur son cœur. J'en vois un. Il expira lentement. Soulagement, certitude, et quelque chose de plus profond. Il n'avait pas besoin d'une bague pour sceller ça. À cet instant, la promesse était déjà là. Quand ils rentrèrent à l'intérieur ensemble, ils ne se protégeaient plus. Ils ne faisaient plus semblant. Ils n'expliquaient rien. Ils étaient simplement ensemble. Et quelque part, sous les lumières des lustres et les chuchotements des invités, un amour né de l'intégrité, testé par la cruauté et renforcé par le choix, avait pleinement émergé. Les contractions commencèrent à 2h17 du matin. Amara se réveilla avec une serrure aiguë dans l'abdomen. Ce n'était pas le malaise familier auquel elle s'était habituée ces derniers mois, mais quelque chose de plus profond, volontaire. Elle resta immobile un instant, respirant doucement. Une nouvelle vague arriva, plus forte. Elle se tourna légèrement dans le lit et murmura. « Ethan !» Il fut instantanément éveillé. L'instinct était devenu automatique. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, déjà assis. Elle avala sa salive, serrant les draps. « Je crois que c'est le moment. » Pendant une demi-seconde, il resta figé. Puis tout s'enchaîna. Les lumières du manoir s'allumèrent une à une tandis qu'une urgence silencieuse remplissait les couloirs. Madame Lawson apparut dans l'embrasure de la porte, calme mais vigilante. « Le sac est prêt. » Bien sûr qu'il l'était. Ethan l'avait vérifié 3 fois lui-même quelques jours plus tôt. Amara s'assit avec précaution au bord du lit tandis qu'une nouvelle contraction traversait son corps. Elle inspira lentement. « Tu vas bien ?» dit-il en s'agenouillant devant elle. « Je sais » murmura-t-elle. Elle est juste impatiente. Malgré la douleur, un faible sourire se dessinait sur son visage. Il posa ses 2 mains doucement sur les siennes. « Tu n'as pas à être forte seule. »« Je ne le suis pas » répondit-elle. Une autre contraction. Plus forte cette fois. Son emprise se resserra autour de ses doigts. « D'accord, » dit-il, voix stable mais teintée d'adrénaline. « On y va maintenant. » Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla à la fois trop rapide et trop lent. La ville était calme à cette heure. Les lampadaires se reflétaient sur le pare-brise tandis qu'Ethan se concentrait intensément sur la route. Amara respirait avec soin à ses côtés. Inspire, expire, inspire, expire. Tu te débrouilles merveilleusement bien, murmura-t-il. Je n'ai même pas commencé, répondit-elle faiblement. Il tendit la main et serra brièvement la sienne. Je suis là. Elle hocha la tête. Et elle le crut. Le personnel hospitalier se déplaça avec efficacité dès leur arrivée. Les fauteuils roulants, les moniteurs, tout était prêt. La même chambre d'hôpital qu'ils avaient autrefois franchie avec peur les accueillait désormais avec anticipation. Elle progresse bien, dit l'infirmière après l'examen initial. Mais ça prendra du temps. Ce mot sembla soudain infini. Le temps sembla se confondre. Les contractions s'intensifièrent. Amara agrippa les barreaux du lit. Puis les mains d'Ethan. Puis les draps. La douleur arrivait par vagues, puissante et dévorante. Mais elle ne cria pas. Elle se concentra sur sa respiration. Ethan ne la quitta jamais des yeux. Pas quand ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Pas quand la sueur mouilla son front. Pas quand l'épuisement s'insinua dans sa voix. « Tu es plus forte que tu ne le crois » murmurait-il sans cesse. « Je ne me sens pas forte »
halta-t-elle lors d'une contraction particulièrement intense. Ça ne change pas la vérité. Elle ferma les yeux fortement. Ça fait mal. Je sais. Il esquissa presque un sourire malgré la tension. Tu as raison. Mais si je pouvais te soulager, je le ferais. Sa respiration s'emballa légèrement. Reste avec moi, murmura-t-elle. Toujours. En fin d'après-midi, l'épuisement s'était installé profondément dans ses os. Je ne sais pas si je peux continuer, admit-elle, la voix tremblante. Ethan écarta doucement les cheveux humides de son visage. Tu peux. Comment peux-tu en être sûr? Parce que tu as survécu à pire. Des larmes glissèrent au coin de ses yeux. Ce n'est pas juste. Non, acquiesça-t-il doucement. Ce n'est pas juste. Une contraction encore, plus forte que les autres. Le médecin intervint. C'est le moment. Tout s'accéléra. Les infirmières prirent position, les instructions furent données. Poussez quand je vous le dirai, ordonna le médecin. Amara hocha faiblement la tête. Ethan lui tenait fermement la main, la stabilisant. La première poussée sembla être un feu déchirant à travers son corps. Elle cria, brute et sans filtre. Voilà, encouragea le médecin. Encore une fois. Elle secoua faiblement la tête. Je n'y arrive pas. Tu peux, dit Ethan immédiatement. Regarde-moi. Elle força ses yeux à s'ouvrir. Son regard était stable, inébranlable. Tu n'es pas seul pour ça, dit-il fermement. Je suis là. Elle inspira profondément et poussa encore. Le temps se fractura en efforts, souffle, douleur, encouragement, puis un cri, aigu et vif. La pièce s'arrêta une seconde sacrée, puis se remplit de sons. Les larmes brouillèrent instantanément la vision d'Amara. C'est elle? Murmura-t-elle désespérément. Elle est parfaite, dit le médecin avec un sourire. Ethan expira, brisé, n'ayant pas réalisé qu'il retenait sa respiration. L'infirmière plaça le petit être qui criait délicatement sur le torse d'Amara. Le monde s'arrêta. La peau de sa fille était chaude, douce, réelle. Amara laissa échapper un sanglot, non de douleur, mais de libération. Bonjour, murmura-t-elle avec émotion. Salut, mon amour. Ethan resta figé à côté du lit, les yeux brillants comme jamais il n'avait essayé de les cacher. Elle est magnifique, dit-il doucement. Amara leva les yeux vers lui. Elle a ton expression sérieuse. Il rit doucement, submergé. J'espère que non. Les petits doigts du bébé se refermèrent instinctivement contre la peau d'Amara. Une force ancienne et puissante s'installa dans la pièce. La vie, pure et indéniable. Après que les infirmières l'eurent nettoyé et pesé, elles placèrent le bébé dans les bras d'Ethan. Il hésita une seconde avant de l'accepter. Elle était incroyablement petite, fragile, et pourtant le poids de sa présence changeait tout. Il regarda son minuscule visage et quelque chose en lui changea définitivement. « Bonjour » murmura-t-il doucement. « Je t'ai attendu. » Le bébé bougea légèrement, les yeux à peine ouverts, la gorge serrée. « Je te promets » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Je ne te laisserai jamais douter que tu es désiré. » Amara les observa depuis le lit, les larmes glissant silencieusement sur ses joues. C'était l'homme qui, autrefois, mesurait le succès en chiffres et en négociations. Maintenant, il était bouleversé par un miracle de 3 kilos. Il leva les yeux vers elle. « Light » dit-il doucement. Elle sourit. C'est son prénom. « Light » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Elle avait apporté de la lumière dans le moment le plus sombre. Son cœur se serra. « Light » répéta-t-il doucement, testant le mot. Plus tard, quand la chambre se tut et que les infirmières les laissèrent seules, Ethan s'assit près du lit tandis qu'Amara tenait leur fille contre elle. « Tu l'as fait » dit-il doucement. « Nous l'avons fait » corrigea-t-elle. Il se pencha et l'embrassa doucement sur le front. « Je n'ai jamais été aussi fier de quoi que ce soit dans ma vie. » Elle sourit légèrement. « Tu as déjà conclu un accord d'1 milliard de dollars. Ceci est mieux. » Elle l'observa attentivement. « Tu es différent. » « Je sais. Tu le regrettes » Il n'hésita pas. « Non. » Il regarda à nouveau leur fille. « Elle n'est pas seulement à toi, » dit-il doucement. « Elle est à nous. » Le mot ne la surprit plus. Il semblait juste. « Tu es sûr » demanda-t-elle doucement. Il soutint son regard avec fermeté. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. »
Le silence les enveloppa chaleureusement. Dehors, la nuit tombait sur la ville. À l'intérieur, 3 vies s'étaient définitivement entremêlées. Amara appuya sa tête contre les oreillers, la fatigue prenant enfin le dessus sur l'adrénaline. Ethan resta proche, une main reposant légèrement sur la sienne et sur le petit corps du bébé. « Nous allons construire quelque chose de magnifique, dit-il doucement. Elle le regarda. « Pas parfait, ajouta-t-elle doucement. Il sourit. « Non, pas parfait. » Leur fille bougea légèrement entre eux. Mais à nous. Pour la première fois de sa vie, Amara ne se sentait pas en train de survivre. Elle sentait qu'elle commençait quelque chose. La fille qui autrefois s'était assise sous la pluie avec un portefeuille perdu venait de donner naissance à quelque chose de bien plus précieux que l'argent. L'espoir. Et cette fois, il était là pour rester. 6 mois plus tard, le manoir ne ressemblait plus à un lieu qu'Amara avait découvert par hasard. Il semblait vivre. Pas à cause des sols en marbre ou des plafonds hauts, mais grâce aux petits détails humains désormais éparpillés partout. Une couverture de bébé sur le bras d'un canapé crème. De minuscules chaussettes abandonnées près du banc du jardin. Des berceuses douces jouant faiblement le soir. Light avait changé la maison. Et Amara les avait changés. Un après-midi, Ethan se tenait près de la grande fenêtre du salon, regardant Amara dans le jardin. Elle était assise sur une couverture sous l'amandier. Light posait avec précaution sur ses genoux. Le bébé gloussait, un son clair et libre qui portait même à travers le verre. Ethan sourit sans s'en rendre compte. Ce n'était pas la vie qu'il avait un jour planifiée. C'était mieux. Amara avait changé aussi. Pas d'une manière dramatique comme les magazines le décrivaient, mais dans la confiance silencieuse de quelqu'un qui avait survécu à la peur et en était sorti stable. Son rire venait plus facilement. Sa posture respirait la force. Et quand elle tenait sa fille, il n'y avait aucune trace de doute dans ses yeux. Ethan sortit. Le soleil de fin d'après-midi chauffait le jardin alors qu'il s'approchait d'elle. Light l'aperçut immédiatement et cria, tendant les bras. Il s'agenouilla instinctivement et la souleva délicatement. « Eh bien, voilà mon accueil, dit-il doucement. Amara sourit. « Tu es partial. » « Je l'ai élevé. »« Oui. »« Tu lui lisais des histoires, » corrigea-t-elle doucement. Il pressa un doux baiser sur le front de Light. Chaque soir, sans faute, il lisait à haute voix. Parfois des articles, par habitude, parfois des livres pour enfants, parfois des passages de romans recommandés par Amara. Ça avait commencé de façon casuale. Maintenant, c'était un rituel. « Tu as été silencieuse aujourd'hui, » observa Amara. Et elle hésita. « Il y a quelque chose que je voulais te demander. » Son sourcil se haussa légèrement. « Ça a l'air sérieux. » « Ça l'est. » Il s'assit à côté d'elle sur la couverture. Light se blottit confortablement contre sa poitrine. « Depuis des mois, je construis ma vie autour de la survie et de l'ambition, » commença-t-il doucement. « Mais je ne veux pas construire ce prochain chapitre sans intention. » Elle l'observa attentivement. « Je t'ai déjà demandé une fois, » continua-t-il doucement. « Mais cette fois, je veux demander correctement. » Son cœur fit un bond. Il déposa doucement Light dans ses bras et se leva. Puis, sans spectacle, sans geste dramatique, il se mit à genoux. Le souffle d'Amara se bloqua instantanément. Il plongea la main dans sa poche, et cette fois, il y avait une bague. Simple, élégante, intentionnelle. « Je ne veux pas t'épouser à cause de ce qui s'est passé, » dit-il calmement. Ni à cause de Light, ni parce que ça aurait du sens. Ses yeux se remplirent de larmes lentement. « Je veux t'épouser parce que tu as choisi l'honnêteté quand il aurait été plus facile de ne pas le faire. Parce que tu me pousses à être présent. Parce que tu as transformé une maison en foyer, » sa voix s'adoucit. « Parce que je t'aime. » Une larme glissa sur sa joue. « Tu n'as pas besoin de t'agenouiller pour moi, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je veux le faire. » Le jardin semblait suspendu dans le temps. « Amara, » dit-il doucement. « Veux-tu m'épouser ?» Elle le regarda. Vraiment ? Elle regarda l'homme qu'il avait porté lorsqu'elle était tombée. L'homme qu'il avait choisi publiquement. L'homme qui tenait sa fille comme si elle avait toujours été la sienne. Oui, murmura-t-elle. Un soulagement et une joie éclatèrent simultanément sur son visage. Il glissa la bague à son doigt, puis se redressa et la prit doucement dans ses bras. Light s'agita joyeusement entre eux, criant comme pour approuver la décision. Amara rit à travers ses larmes.
Je crois qu'elle est d'accord. Elle a un excellent jugement, répondit-il. Le mariage fut petit, intime, intentionnel, pas de presse, pas de grand spectacle, juste des gens importants pour eux. Madame Lawson pleura silencieusement pendant les vœux. Quelques amis proches du cercle d'affaires d'Ethan étaient présents, ceux qui avaient observé sa transformation avec surprise et respect silencieux. Amara portait une robe blanche simple qui tombait doucement sur sa silhouette. Elle n'avait pas besoin d'extravagance. Elle avait besoin de sincérité. Elle descendit l'allée, cette fois pas seule, mais avec Light soigneusement porté dans ses bras. Ethan sentit quelque chose se poser profondément dans sa poitrine. La paix. Lorsqu'elle arriva à lui, il prit Light doucement et la confia à Madame Lawson avant de prendre les mains d'Amara dans les siennes. L'officiant parla doucement, mais Ethan n'entendit presque pas ces mots. Tout ce qu'il voyait était la femme qui s'était tenue sous la pluie, choisissant l'intégrité plutôt que le désespoir. « Je te promets, dit-il à son tour, voix stable mais émue, de ne jamais te faire douter de ta valeur. » Ses doigts se serrèrent autour des siens. « Je te le promets, répondit-elle, de rester à tes côtés, et non derrière toi. » Il n'y avait pas besoin de déclarations élaborées. Ils avaient déjà prouvé leur engagement dans des moments bien plus difficiles. Quand ils s'embrassèrent, ce n'était pas pour la galerie. C'était la confirmation. La vie après le mariage ne devint pas parfaite. Light pleurait à des heures inopportunes. Ethan avait encore du mal à se détacher complètement du travail. Amara connaissait encore des moments de peur quand tout semblait trop beau. Mais ils faisaient face à ces moments ensemble. Un soir, quelques mois plus tard, Amara se tenait dans la chambre de Light et regardait Ethan bercer doucement leur fille pour l'endormir. « Tu n'avais jamais imaginé ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Il sourit légèrement. « Non. Et toi, la vie d'avant te manque ?» Il réfléchit un instant. « Non, dit-il enfin. J'avais du succès, mais je n'étais pas épanoui. » Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Tu as trouvé l'épanouissement dans le chaos. »« Je l'ai trouvé en toi, » corrigea-t-il doucement. Elle s'approcha et posa brièvement sa tête contre son épaule. « Tu l'as trouvé parce que tu étais prête. » Il regarda leur fille. « Et parce que tu as rendu un portefeuille, » dit-elle en riant doucement. « Cette petite décision. » Elle n'était pas petite, répondit-il. C'était tout. Des années plus tard, Light entendrait cette histoire. Comment sa mère s'était assise un jour sous la pluie, sans rien. Comment elle trouva de l'argent qui aurait pu changer sa vie instantanément et choisit l'intégrité à la place. Comment ce simple geste changea le cours du destin. Il lui raconterait pas comme un conte de fées, mais comme une vérité. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde, dirait Ethan doucement à mesure qu'elle grandissait. Et l'amour, ajouterait Amara. C'est ce qui grandit quand tu choisis l'honnêteté plutôt que la peur. Light grandirait entouré de chaleur, pas seulement de richesse. Chaleur. Le manoir résonnerait de rire plutôt que de silence. Le jardin accueillerait des anniversaires et des soirées calmes. L'escalier qui portait autrefois la douleur transporterait désormais de petits pas courant en haut et en bas. Et parfois, tard le soir, quand la maison était silencieuse, Amara se tiendrait près de la fenêtre, se souvenant de la pluie, de la faim, du poids de ce portefeuille dans ses mains tremblantes. Elle jetterait un coup d'œil à Ethan à ses côtés, à leur fille endormie dans le couloir, et murmurerait doucement pour elle-même. Ça en valait la peine, car les plus grands tournants de la vie n'arrivent presque jamais avec des trompettes. Ils arrivent silencieusement, dans des moments où personne ne regarde, où le choix entre le facile et le juste pèse lourd. Et parfois, choisir le juste ne change pas seulement tes circonstances, ça change ton destin. La fille qui n'avait autrefois rien n'avait maintenant tout ce qui comptait. Non pas parce qu'on l'avait sauvée, mais parce qu'elle avait refusé de se perdre. Et ce faisant, elle trouva l'amour. Elle trouva la famille. Elle trouva Light. Et cette fois, ça resta point merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous d'où vous regardez. Passez une merveilleuse journée.